Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Un au niveau du wall, un au niveau du wall. Super. Et un en dessous, en dessous, en dessous. En dessous de toi. Ouais, en dessous de toi. Là, let's go. Gaming, Let's go. Ouais, C'est pas un bon first, mais c'est Vous pas venez mal. d'assister à un rand exceptionnel, messieurs dames. c'est ça, les gars. Bien le bonjour à Bien tous. le bonjour. Ouais, C'est totalement. lundi 15 mai. C'est super. Et ce n'est C'est pas une Rémi. game Valo ou c'est un BO3? Je crois que c'est Ah, PO1. c'est une game. Oh, c'est une game, Ouais, sinon c'est c'est trop PO1, lent. ouais. Sinon c'est trop lent. Fini tout ça, c'est où après? C'est chat. Voilà, bien joué. Vous voyez, il est là, il dort. Hurle, tu parles. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Oui, ce n'est pas Rémi. Pour le moment, il pionce là derrière. Vous avez le droit à un petit extrait de ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire de vendredi 18h à samedi 16h pour moi, avec une courte nuit au milieu, puisque j'ai participé à la Zilan et comme Rémi m'avait laissé faire ma petite promo la semaine dernière, eh bien c'est fait. J'ai eu la chance et l'honneur d'avoir Mister et Miss Deans, tout simplement. À mes côtés tout vendredi soir, c'était incroyable. On s'est régalé, on a vu du gaming moyen, toujours la même allégorie, hein. Je suis l'équivalent d'une Clio, c'est-à-dire que je suis moyen partout, je suis content, ça passe, mais c'était pas dingue. Et Rémi a la flemme en effet, il a dit oui, vous savez, moi je travaille beaucoup, fait. Je vais faire taire les IA. Voilà. On ne voit plus. Ah, c'est stylé en vrai. Moi je suis pas sûr.
Donc voilà, et c'est exceptionnel. J'ai participé à un événement de gamers de zinzin. Donc vous vous demandez pourquoi je vous raconte ça alors que Rémi est censé vous parler philosophie. C'est vrai. Et ben, bah, je sais pas pourquoi il m'a dit oui, fais l'intro, on s'en branle. Donc me voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Rémi s'échauffe les cordes vocales en attendant. Et puis voilà. C'est juste pour vous dire coucou. Et puis ça a changé. Je pense que c'était la surprise. Tout le monde était sur les fesses. Ouais, t'as l'artistique, mais Trackmania, en plus, c'est dommage, j'étais quand même incroyablement puissant. Hein. C'est-à-dire que j'étais dans la grosse moitié, ouais, une bonne grosse moitié de 100, 110, quoi. Je sens qu'il va faire des âneries sur mon PC. Salut Toine, salut tout le monde, il a fini la bière. Ouais, bah ouais, j'espère. Bien le bonjour tout le monde, chouchou, Coco Frigo. Ouais, je fais l'intro, franchement, je me prends pour Rémi en fait. Ouais, alors le gars. Hein, pardon. C'est quoi ce jeu? Ça s'appelle Valorant, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Trop bien, ça. C'est un jeu d'équipe de 5 contre 5 où le but est simple, soit tu tues tout le monde quand tu es attaquant, soit tu poses une bombe qui doit exploser et quand tu es défenseur, bah, tu dois tuer tout le monde pour défendre ou désamorcer la bombe. C'est marrant, ça ressemble à Fortnite. Pas du tout. Nickel. Fortnite, t'es 100 sur une map et c'est le dernier qui survit qui a gagné. Ah oui, bah ça va, on peut pas tout savoir. Alors je dois prendre 2-3 trucs dans le gaming, oh, monsieur. Je suis dans la box finalement. Mais donc voilà, je vous laisse sur ce stream, disons, hautement plus cultivé, puisque vous allez parler philosophie. Alors que T'es moi, que du plaisir, il m'énerve. Ça y est. je parle gaming. Et voilà, Rémi, laisse. Et hello de Tahiti, mais non. Est-ce qu'on dit Aloha ou est-ce que je suis un boomer? Si, on dit Aloha. Non? Exceptionnel. Bon, bah, merci à tous, des bisous et puis bon stream à vous. C'est bien joué ça. Moi j'aime, mais c'est bien les enchaînements. Il faut tout pour faire un monde. Du jeu vidéo, de la philosophie et du porno, sa mère. Oui, alors ça, on va Non. éviter peut-être. Hein. Super la censure des Américains. Messieurs, dames, bonjour à tous. Il est fort le ptio. Hein. Ouais, c'est le centre de formation. Ouais, ouais, on sort des pépites. Ouais. C'est une sorte de Mbappé du Twitch. Ouais. Il va se passer des trucs, je peux pas en dire plus, mais là, ça travaille dur, on va l'envoyer au combat. Ah, faut aller péter des gueules maintenant. Maintenant, l'Empire est en marche, donc au bout d'un moment, on y est. Hein, on y est. Hein. Bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue, heureux de vous retrouver après ce week-end. J'ai pioncé, j'ai fait que ça. Mon activité la plus active, c'était de regarder Barbecue. La plancha, du coup, la suite du film Barbecue. Ouais. Tu vois, vous étiez mieux quand vous parliez jeux vidéo, pareil. Parce que ça, fondamentalement, on n'a rien à foutre de ce que je vous raconte. Mais c'est aussi ça qui peut être. Alors là, ça part dans tous les sens, les amis. Alors, pour Romain Durift, il fallait que tu embauches un sosie de Blachier. C'est vrai qu'il y a un peu de Blachier, c'est vrai. Moi? Ouais, un petit peu. Vous Ouais. êtes dur. Ouais. Tout ça parce que j'ai une énorme calvasse, mais. Ouais, il y a un peu ça. Dis une connerie pour moi. Ouais, Ah vaccinez-vous. putain, c'est lui! Ah, quel plaisir, les copains. Ah, j'espère que le week-end a été bon pour vous. Il y a eu de la pluie. Hein. Ah ouais, là c'est la tuile parce qu'il nous avait dit effectivement la sécheresse et tout, mais Macron il avait dit c'est chaud. Et enfin, oui, c'est trop chaud même d'ailleurs. Et non, là ils ont inventé la sécheresse asymptomatique. Ça c'est nouveau. Il nous avait dit il va pas pleuvoir pendant environ 14 siècles. Bon, on aura, si vous voulez, la France va être aussi sèche que le conduit vaginal de Geneviève de Fontenay. Donc là, c'était chaud. Et il a plu, là, il pleut de partout en ce moment. C'est complètement fou. Complètement fou. Donc, bon, on fait avec. Hein. Faut faire avec. Voilà, c'est l'inverse. Hein. Du côté de Guillaume Serre, on nous dit salut les copains. Merci. Voilà, merci. Alors, je rattrape. Kiman70, 7e mois. Il a une sub. Ça, c'est beau. L'Unicoala également, 9e mois. Ça y est, le baby just in the middle. On a quoi d'autre que j'ai vu? Dr Note 59, 10e mois, Subprime, merci à toi camarade. Et Jabal Al-Kilal, 11e mois aussi, c'est magnifique. Et Ali Braise, 13e mois. Ça, c'est la Bretagne. Trimartelo, j'entends le loup, le renard et la belette. Oui, ça claque. Bien joué. Bon, je m'arrête, moi j'ai des choses à faire. Ouais. Et merci à Ma
Patoche Guada, j'ai retenu la leçon, le 7e mois aussi, ça, c'est magnifique. Donc, les copains, on se retrouve pour une nouvelle semaine pleine de folie, voilà, qui arrive. Alors là, les 2 semaines qui arrivent vont être un poil chamboulées, parce que vous le savez maintenant, c'est plus une surprise. Mercredi, jeudi et vendredi prochain, je serai sur scène avec l'ami Stéphane Cuvelier du côté de Dijon, donc 2 fois Dijon et 1 fois Lyon. Voilà, ça va être voilà, les premières parties. L'ami Stéphane me fait encore l'amitié et le plaisir, hein, me donne cette chance de pouvoir faire des premières parties. Voilà, si vous êtes du côté de Dijon ou Lyon, ce sera mercredi et jeudi à Dijon, donc le 24-25, et vendredi 26 à Lyon. Je crois que c'est serré. Au niveau des places, je vais vous dire, on fait la petite promo parce que là, on remplit. Ouais, c'est une vedette, le Stéphane. Il n'a pas besoin de moi, hein. Si vous voulez, moi, j'arrive. Je suis plus ou moins en train de vendre les t-shirts à l'accueil. Si vous voulez, faut chauffer la salle, hein. Donc c'est ça, hein. Et attendez que je vous dise pas de bêtises. Dijon, le 25, c'est complet déjà. Il reste des places pour le 24. Et Lyon, apparemment, il reste encore d'un peu des places. Donc voilà, je vous mets le lien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, les amis, à venir nous faire un bisous, comme il le dit si bien. Et voilà, quel plaisir, j'ai hâte, hein. Je peux vous dire, j'ai écrit des nouvelles blagues. Ouais, on est sur un métier qui est quand même bizarre. Semaine dernière, j'ai dit à Marie-Edouard, ouais, aujourd'hui, m'emmerdez pas, j'écris des blagues. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on dit ça. En vrai. C'est globalement n'importe quoi. Un jour, il va y avoir un coup d'État, ils vont m'exfiltrer du pouvoir, à mon avis. Et je ne vais pas m'en sortir avec un 49.3, hein. C'est pas possible. Donc je ne sais pas comment on va faire, mais ça va être tendu. Merci à Sélénis23, 14e mois d'abonnement, le subprime magnifique. Et Kraken Dragon, que j'embrasse, ça fait plaisir. Très bonne vanne, voilà, mon ami Kraken Dragon qui dit « Hier, mon père m'a dit que j'étais une complotiste, je lui ai dit non papa, dubitationniste, merci pour cette parade. » Ah, t'as vu, ça marche à tous les coups, hein. C'est quelque chose, hein. Et mon Bab comme 5, magnifique. 12e mois, ça c'est fort. Merci, cher ami. Donc voilà les amis, voilà, on est ensemble, le plaisir, je vous l'ai dit, donc semaine un petit peu zinzin. On va avoir de la farce tranquille quand même qui va sortir, ça c'est normal, ça fait plaisir. On va avoir, ah oui, normalement dimanche. Ah oui, alors là, attention. Merci à Ingrid Van Horstman. Il vient d'offrir, ça c'est fort. 5 subs, il a offert. Ça c'est magnifique. Les heureux gagnants. TechTask, Belsanto, Coco Frigo 569, Nauna 8 et Bois d'Armes 1971. C'est magnifique, c'est la gentillesse. C'est sublime. Merci les amis. Donc, je vous l'ai dit, je ne vous donne pas le nom pour que vous ayez la surprise totale. Mais vendredi, comme prévu, j'ai tourné un interview surprise qui n'était pas du tout prévu au programme. On a mis le gros dispositif, hein. Je peux vous dire là. Ah là, le smartphone posé sur un trépied branlant, ça dégage, hein. Là, il y avait une équipe vidéo, là, c'était carré. Là, c'était professionnel. Une personne que j'admire, que j'aime beaucoup, qui nous a fait l'amitié de venir jusqu'à Lausanne pour cette interview. 2 heures à bâton rompu. Ah, je peux vous dire, ça a chié des bulles carrées. Ouais. Et il a donné son avis sur des trucs, il n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Moi j'ai failli sortir de la salle, je vous avoue. Quand il parlait, j'ai dit non, on se calme. Donc voilà, ça sortira, si tout va bien, dimanche prochain à 18h. Ça va être un petit peu le climax de la semaine. Donc on part sur une semaine un peu plus légère. Je peux vous dire qu'en coulisses, ça tabasse, ça envoie du bois. Le prochain banquet est dans les tuyaux. Alors là, une équipe... Ah, franchement, les Avengers, on les prend. Honnêtement, tu fais un octogone, à mon avis, hein, Iron Man, j'y pète la gueule. Je le sens bien. Donc, il y a une belle équipe, hein, vous l'avez vu, hein. Il y a du Florent Philippot, il y a du Georges Kuzmanovic, on a du beau monde, hein. Bertrand Scholler, François-Xavier, Droma Economy, on a du beau monde. On a du très beau monde. Donc, pour Juste Mensuel, encore mieux. Mieux, pareil, bien. Ça va être complètement fou. Avec Marie, on travaille déjà sur le nouveau numéro. Ah, il va y avoir des sujets tendus, hein. Ah, ouais. Bon, là, on monte un cap. Là, on s'est dit, foutu pour foutu, là, on y va. Ouais. Là, ça chie des bulles carrées. Et voilà, plein de choses en préparation. Des entretiens privés, vous le savez, pour le banquet. Hein, c'est le petit bonus aussi, pour le gros bonus, pour les abonnés. Des entretiens privés avec les intervenants. Et là, j'en tourne 2 cette semaine, normalement. Donc, voilà, les amis, que du plaisir pour cette semaine folle. Avec jeudi, en plus, c'est férié. L'Ascension, eh oui. Et la semaine prochaine, à partir de mercredi, je plie les Gaules pour aller faire le spectacle. Donc je vous tiendrai au courant. Mais, on part sur 2 semaines un petit peu mouvementées, mais on va se régaler. Merci, c'est fou. Aujourd'hui, vous êtes des zinzins. Merci à TechTask qui vient d'offrir 5 subs également. Donc là, on a les heureux gagnants. The Celtic Lulabi, Inquisitio, 4, Crapouillot et Urcando, 66. Ça, c'est magnifique. Merci les amis.
On papote un petit peu d'actu générale avant de parler du gros sujet aujourd'hui, et on va pas l'éviter. Aujourd'hui, on va parler philosophie, vous le savez, avec l'échange Raphaël Enthoven, Barbara Stigler. C'est le React d'aujourd'hui. On va regarder tout ça, on va parler un petit peu philo pour démarrer la semaine. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça va être sympatoche. Merci à Grignouche qui vient de sub le 9e mois. C'est magnifique. Vous êtes plein gas aujourd'hui. Massan 3466 qui dit pas trop déçu que le Stade Toulousain ait perdu ce week-end, Rémi. Pas du tout. C'était prévu. C'était prévu parce que ça prépare déjà les phases finales pour les deux premiers qualifiés du top 14, donc Toulouse et La Rochelle. La Rochelle aussi a perdu, mais je crois que Toulouse a pris le bonus. Toulouse a pris le bonus défensif, si je dis pas de conneries. Donc du coup, on a 2 points d'avance devant La Rochelle. Mais de toute façon, c'est plié. Dernière journée le week-end prochain. Il y a encore Lyon et Bayonne qui peuvent encore se qualifier à la 6e place. Mais pas de problème. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. D'autant que là, on est quand même tous derrière La Rochelle pour la finale de Coupe d'Europe. Match énorme qui va arriver ce samedi. Ce samedi, match énorme à 18h, je peux vous dire. À partir de 16h, toutes les bonnes âmes sont les bienvenues au bar. On soutient nos amis Rochelais. Finale de Champions Cup. Parce que maintenant, ils nous ont mis les clubs d'Afrique du Sud. Je sais pas. Voilà. Comme Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, il y a des choix dans la vie qu'on ne décide pas. Ils nous ont mis les clubs d'Afrique du Sud, donc il faut dire Champions Cup. C'est pas... Non, au départ, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, comme au football. Et d'ailleurs, ce qui veut dire la même chose. C'est vrai que je suis un peu con. À la limite, c'est bien pensé. Mais voilà, on est pour La Rochelle qui joue le Leinster, club historique, meilleur club du monde actuellement. Et il faut le dire. Tu as 13 joueurs sur 15, c'est l'Irlande qui est actuellement la meilleure équipe du monde. Donc, le gouvernement français, tu peux le mettre en Australie, ça reste des pompes à vélo. Donc là, c'est pareil. Ils ont mis les meilleurs Irlandais dans le Leinster. Ça va être très chaud, mais ça va être un match rocambolesque. Voilà, je le dis. Le mot est lâché, avant même le début. Donc là, j'ai pas peur. Donc, allez, les Rochelais, on va attaquer dans l'actualité, parce que c'est pas non plus Stade 2 ici. On va attaquer dans l'actualité, les amis, avec des sujets chauds. Et on va commencer, alors vous le savez peut-être, du côté de Versailles. Aujourd'hui se tient le sommet Choose France, Choose France, parce que là, il y a des Américains. Il y a Elon Musk, ils ont invité le PDG de Pfizer. Ouais. Alors, PDG de Pfizer qui a été reçu à l'Elysée ce matin à 10h. Alors après, bon, aléa du calendrier, il y a la Commission européenne qui l'avait convoqué pour discuter les vaccins, tout ça. Là, il n'avait pas pu. Non, parce qu'il devait faire des pancakes, qui me semble assez gosse. Enfin, il pouvait pas, faute d'emploi du temps. Et là, Macron, il vient à l'Elysée. C'est bon, je suis là, j'arrive. Ding dong, c'est Albert Bourla. Oh non, c'est encore quelqu'un qui aime bien ma femme. Non, c'est mon nom de famille. Ah, pardon. Donc, non, Albert Bourla, PDG de Pfizer. Il était du côté de Versailles. Donc, potentiellement, il faut quand même rappeler. Alors, en matière juridique, je sais qu'on va me dire, s'il y a Primum non nocere qui est dans le coin, parce qu'il doit être avocat, il va nous dire c'est n'importe quoi et tout. Donc, je suis bien d'accord qu'en matière juridique, ce que je vais vous dire, c'est n'importe. Mais potentiellement, on a quelqu'un qui est convoqué par une commission d'enquête parce que les SMS, il faudrait savoir. On est peut-être face à l'une des plus grosses escroqueries sanitaires du 21e siècle, voire de tous les temps. C'est vrai qu'au moment de la préhistoire, ils n'étaient pas terribles sur les vaccins ARN, si vous voulez. Et le mec dont dit non, je ne vais pas y aller, je vais envoyer une porte-parole qui sert à que dalle. On va l'envoyer en signe de manque de respect terrible, devant la commission d'enquête de la Commission européenne. Mais je vais aller à l'Elysée. Voilà. Donc potentiellement, le mec est quand même une sorte de présumé coupable international, tu vois. Et il est invité à l'Elysée parce que ça dénote peut-être pas avec les gens qui sont déjà dedans. Merci à Valérie B60 qui vient de se prendre 4e mois, ça c'est fort. Et merci également à mon Mister Serizawa 76, le 10e mois. Donc du côté de Versailles, forcément ça chauffe. Parce que tu sais, tous les PDG du monde entier, ils se disent ouais. Oh, France. Oh, excellent. France. Oh, the foie gras. Champagne. Là, c'est plutôt the casserole. What is casserole? Oh, terrorism. Ouais. Ah bah oui, il y a des gens qui sont allés aux alentours de Versailles avec les casseroles. La CGT fait beaucoup de bruit ici, notamment avec plusieurs pétards ici qui sont allumés à chaque reprise. Ça réveille bien les rues de Versailles ici. À peu près 150-200 personnes selon la CGT ici. Voilà. Puis en plus, tu veux, la CGT à Versailles, c'est Jean-Luc Lahaye dans une maternelle. C'est-à-dire que tu as des endroits, tu as des gens, tu as des endroits, et parfois, c'est pas fait pour se rencontrer. Non, vaut mieux tenir tout ça à distance. Et là, la CGT à Versailles, ça dénote.
Disons que bah, la dernière fois ils ont vu un gilet jaune à Versailles, c'était Balenciaga. Donc, il n'y avait pas écrit CGT et ça sentait pas la merguez. Et donc là, c'est ce qui se passe. Tu vois, as plein de trucs vidéo. Et voilà. Et là, tu vois, par exemple, tu as Elon Musk. Elon Musk, il est là-bas. Enfin, tu as 200 PDG du monde entier parmi vraiment des plus grosses boîtes. Et en gros, Emmanuel Macron, son rôle, je vais être un peu vulgaire, je vous l'annonce. Parfois, je préfère prévenir parce qu'il faut s'adapter à son public. Si vous voulez, Emmanuel Macron, c'est l'équivalent d'une tenancière de bordel qui présente les meilleurs angles du cul de sa pute. Non, je suis désolé, j'avais prévenu que j'allais être vulgaire. Mais on est vraiment sur une mère maquerelle, tu sais, qui dit regardez le cul de ma pute. Et c'est un peu ce qu'il fait avec la France. Je suis désolé, j'avais dit que j'allais être vulgaire. Je suis vraiment désolé. Et le mec dit voilà la France, voilà, vous pouvez faire tout ça avec des trucs super qu'il n'y a même pas dans les livres. Voilà. Donc c'est vulgaire, j'avais prévenu et que je m'excuse. Mais en même temps, au-delà de la vanne, il faut quand même se rendre compte que dans ce sommet Choose France, il va y avoir Albert Bourla. Albert Bourla, donc PDG de Pfizer, qui rappelez-vous, le bénéfice en milliards de dollars de Pfizer est monstrueux. Je crois qu'on est sur du 9 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. On va vérifier, parce que ce serait con d'avoir l'alerte primum, comme on dit maintenant, de se faire tomber sur la gueule par les mousquetaires de la vérité. Résultat record. T'as vu, je regarde sur Internet, hein, c'est sourcé. Attention. Hein. Ils ont dit quoi le chiffre d'affaires a grimpé à 24,3 milliards, ça c'est d'accord. Pour l'ensemble de l'année 2022, Pfizer a dégagé des revenus de 100,3 milliards de dollars, un niveau inédit pour un profit net de 31 milliards. Donc j'étais un petit peu loin. Donc 31 milliards de dollars, donc, dont une grande partie clairement donnée par la Commission européenne, hein, sur ce fameux surplus de prix du vaccin qui a été payé. Et là, tu as Emmanuel Macron qui vient présenter sa pute en disant « Tiens, est-ce que tu veux pas nous rendre l'argent qu'on t'a donné pour installer des usines de production de ta merde qu'on va racheter très cher derrière ?» Bah, tu m'étonnes. Non, honnêtement, même Madoff, il a déclaré du fond de sa cellule « Wallah, c'est abusé ». Parce que vraiment, le système en vase clos comme ça, d'une enculerie internationale, sous couvert de « on va sauver l'humanité », fallait oser. Hein. Et là, il te fait Chose France à Versailles, tu vois. Voilà, et j'aime suffisamment la France pour éviter de la voir comme une putain qu'on brandit devant les intérêts des puissants. Et ça m'embête un peu, tu vois. Après, bon, tu as des chefs d'affaires en Thaïlande, tu as des boîtes comme ça qui vont investir dans différents secteurs. Après tout, pourquoi pas, tu vois. C'est pas la première fois que des représentants français font ça. Mais avec Macron, tout ce qui touche devient puant et moisi. C'est ça qui est dommage. D'ailleurs, il suffit de voir la gueule de sa meuf. Tu vois. Je suis désolé. Hein. Celle-là, elle est un petit peu dure, mais je prépare des vannes. Hein. C'est pour le spectacle. C'est professionnel, messieurs, dames. Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Donc, non, c'est bluffant ce qui se passe. Donc, voilà. Et même là, merci à nos amis manifestants qui sont dans le secteur pour rappeler que, bon... la pute a des copines qui sont un petit peu plus énervées. Elles n'ont plus de chicot, mais ça peut grogner. Donc voilà. Voilà un petit peu pour cette situation-là. Toujours hein, sur la page Versailles vous regarde, on a eu Emmanuel Macron. Alors je ne vais pas faire 2 heures là-dessus. Dans le journal L'Opinion. L'Opinion, c'est un journal. Il a donné un interview jeudi dernier. Donc techniquement, on était le 11 mai. C'est une chose qui arrive. Alors l'interview, bon moi je suis un amoureux de stand-up, hein, ça vous le savez, Blanche Gardin, Dieudonné, Gaspard Proust, Aymeric Lompré, des gens comme ça. Grosse performance d'Emmanuel Macron. Grosse performance. Là honnêtement, il est monté fort. Il est monté fort parce que là, j'ai lu des choses que tu ne peux lire que dans la bouche d'Emmanuel Macron. Alors, après, le monde dans lequel il vit a l'air passionnant. Quand j'étais à Disney, tu me fous dans Star Tour ou dans Hyperspace Mountain, dans ma tête, quelque part, je suis dans Star Wars. Je fais partie de la Rogue Squadron, je pilote un X-Wing, pour ceux qui ont la ref. Tu sais, je me laisse rêver. Je me dis, après tout, pendant quelques instants, ce réel va devenir le mien. Et c'est vrai que j'ai une gueule de Wookiee, quelque part. Honnêtement, je me rase pas, je parle un peu fort, c'est Chewbacca. Donc,
je me suis dit, voilà, c'est la fantaisie, je vais me laisser aller. Bon, c'est quand même peut-être pour ça que j'ai payé 150 balles le ticket. Donc au bout d'un moment, vas-y Mickey, fais-moi bander, au risque d'être cru. Emmanuel Macron, ça doit être un peu ça. Il se dit, tiens, le réel dans lequel j'évolue est quand même moins fun que celui que je fantasme. Du coup, je vais inviter les autres à adopter ce réel fantasmé. Et il nous sort des trucs. Là, je vais vous retrouver, hein, il y a des extraits. J'ai même pas osé les noter parce que. Parce que en fait, tu sais pas. Hein, tu comprends pas en fait ce qui se passe. Tu vois, sur la question, considérez-vous le dossier des retraites comme une affaire classée? D'abord, il faut mettre en œuvre la réforme. Ensuite, je pense que c'est le travail de conviction qui doit se poursuivre. Si j'ai un regret, c'est que nous n'ayons pas réussi à expliquer suffisamment la nécessité de cette réforme. Ce qui m'a frappé dans le débat général, c'est le déni de réalité. Ah, ah d'accord. C'est c'est vraiment Peter Pan qui te donne des leçons de responsabilité adulte, tu sais. Et il n'y a que des bails comme ça. Hein. Tout l'interview, tu dis, mais tu vois, qu'est-ce qu'il te dit? Il faut que je les note parce que je vais vous en reparler dans la farce tranquille, mais t'en as une, ils l'ont même mise en tête parce que c'était trop gros. Je suis prêt à tous les référendums si c'est utile pour le pays. Ah, d'accord. Je vais mettre un préservatif si je trouve ça confortable, en fait. Puis si t'as des MST, tant pis, parce que mon confort d'abord. C'est hallucinant. Il n'y a que des choses comme ça. L'interview est truffée de choses comme ça où tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois, l'impression, c'est que vous ne parvenez pas à sortir du quoi qu'il en coûte. Non, nous sommes en train de sortir la politique de chèque. Mais regardez nos partenaires, ils en sont tous venus au chèque, tôt ou tard, mais tous. Et puis, qui réalise des réformes en Europe? Qui fait la réforme de l'indemnisation chômage? Et celle des retraites? Tout le monde nous disait, ce n'est pas le moment. C'est con parce qu'en Belgique aussi, ils discutent de ça. Ouais. Et par contre, là, les fact-checkers. Allô? Ouais, Rudy. Ouais, au lieu de vendre ta merde, ton livre, pardon, ton livre chez Grasset, ça te dirait pas de faire le boulot? Ouais, Covid. Ben, on s'en bat les couilles, Covid. Si, Covid. Ah ouais, quand même, Covid. Bon, d'accord, Covid. Là, par contre, ils font pas le boulot. Le truc, c'est même pas que dedans, il y a des fake news. Euh, Tu vois, c'est même pas du fact-checking qu'il faut faire. C'est du true-checking hein, pour chercher à quel moment il y a une vraie info. C'est vraiment. Dès que tu la trouves, faut taper dessus parce que t'es pas sûr qu'elle s'en aille. Hein. Comme le jeu avec les taupes et le marteau. Comme ça. Dès que tu vois une vérité dans ce truc, faut taper dessus parce que faut la figer. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais. Non, blague à part, je fais trois vannes, mais c'est hallucinant. Il est vraiment dans une réalité parallèle, mais en toute tranquillité. Vraiment avec une forme d'aisance qui force le respect, quoi. Qui force le respect. Et bon, après vous allez me dire, les autres membres du gouvernement, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Olivier Véran a réagi, alors vous savez, cette polémique-là. Ouais, dans le football, ouais, ça c'est chaud aussi. Là, c'est tendu. Hein. Ça, c'est la priorité. Euh, Ah, et puis d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est à 20h ce soir à la téloche. J'avais oublié ça. Là, on va rigoler encore. J'aimerais bien faire un react, mais ouais, faut que je m'épile les genoux. Enfin, j'ai des trucs vraiment très importants à faire. Donc, ce sera pas possible. Mais voilà, j'ai hâte de savoir combien de temps il va prendre pour dire rien. Et donc, Olivier Véran elle a réagi pardon, à la polémique, vous avez vu, en Ligue 1, la Ligue de football professionnel, la LFP, en hommage à je sais pas quoi, ou en lutte contre l'homophobie. Donc apparemment des maillots, des maillots Nike à 110 € sont aujourd'hui l'argument numéro un pour lutter contre l'homophobie. Il voulait que les joueurs jouent avec des numéros floqués aux couleurs du drapeau LGBT. Et il y a des joueurs qui ont refusé. Des joueurs, pour certains d'ailleurs de confession musulmane, c'est d'ailleurs l'histoire d'Idrissa Gueye la saison dernière, qui avait pris des coups dans la gueule et tout, enfin symboliquement, hein, médiatiquement. Et il y a des joueurs qui ne voulaient pas, notamment pour des questions de confession ou autres d'ailleurs. Et il y a plein de commentateurs, alors là j'ai pas compris non plus, ils ont dit c'est l'homophobie. Ouais, c'est l'homophobie. Ouais. Parce que le drapeau, tu es obligé de le porter. Voilà, c'est l'homophobie. Si tu le portes pas, c'est l'homophobie. Ouais.
Alors c'est vrai que bon, je suis pas la moitié d'un con. Beaucoup plus, beaucoup plus. Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que pour des gens, là, parmi les plus extrêmes, là, on est dans le milieu associatif, hein. Donc, c'est pas ceux qui demandent à vivre ces questions-là intimes dans leur fort intérieur, tu vois, qui n'ont pas besoin d'un numéro de foot sur un maillot de Reims pour mieux vivre, tu vois, leur transsexualité ou leur homosexualité ou ce que tu veux, tu vois. Et tu as des gens dans le milieu associatif qui ont dit, oui, c'est l'homophobie, et j'ai lu un truc dans l'opinion. Alors ça, je vous le lis, hein, après vous en faites ce que vous voulez, là, j'ai pas tout compris. Donc, on est d'accord qu'au départ, on parle bien sûr d'une cause plus qu'importante, qui est l'acceptation des minorités dans la société. On est bien d'accord, hein. Je reconnais tout à fait l'urgence de cette cause. En revanche, la façon de faire, on est sur quelque chose de cocasse. Il faut que je vous trouve. Il y avait... Merde, je le trouve plus. C'était où? Ah, est-ce que c'était pas dans le Parisien, cette affaire? Bougez pas, je le cherche. Après, on va parler de Raphaël Antoine. Voilà. Aujourd'hui, on va se fendre la gueule. Bougez pas, c'est peut-être le Parisien, je vous retrouve. J'arrive à toute vitesse. Je crois que c'est ça. Ah là là, j'aurais dû noter, tu vois, c'est pas du boulot, ça, c'est pas du boulot. Faut que je me reprenne, Rémi, parce que si ça continue, je vais finir député. Hein. L'idée d'être au niveau de Louis Boyard, ça me fout le cul en vrac. Alors, on va être sérieux 5 minutes. Ah, je le retrouve pas. Ah, le con. Où est-ce que c'était cette histoire? Ah, c'était dans le Figaro, peut-être. Ah là 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 là, merde. Bon, bah, je vous le dis de tête, c'est pas grave, c'était dans le Figaro, c'est pas sur Caféine. Je crois que c'est dans le Figaro, à vérifier. Il y a un monsieur qui, bon, il fait partie d'une association et tout ça, on lui pose des questions, il dit oui, il y a un vrai travail d'éducation à faire, tout ça, tout machin. Et il dit, regardez, c'est comme l'histoire d'un jeune qui malheureusement s'est suicidé parce qu'il subissait les moqueries de ses camarades au lycée. Et il fait le lien avec les maillots de foot, en fait. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Mais ça devient n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire mettre un maillot couleur LGBT sur le dos des joueurs du PSG détenus par le Qatar, où la cause homosexuelle, c'est pas le projet numéro 1. Si tu veux, tes souhaits. C'est pas le. Si tu veux, c'est pas le projet numéro 1. Voilà. On est plus. Voilà, non. C'est pas ça. On est plus sur Bugatti Veyron, pétrole, des choses comme ça. La lutte contre l'homophobie, demain, on fera ça demain. Voilà. Donc, c'est de la cagolerie sans nom. C'est vraiment de la cagolerie sans nom. Et les mecs font une polémique toute pourrie dont on se fout. Faut dire, c'est malheureusement pas par là. Il y a beaucoup d'autres choses à faire bien plus importantes que mettre des couleurs sur des maillots de foot pour estimer qu'on va combattre l'homophobie et des tares telles que celle-ci. Donc, c'est n'importe quoi. Et Olivier Véran, parce que tout ça pour Olivier Véran qui a réagi. Et là, on commence à entrer dans la philosophie. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, Olivier Véran, si vous voulez, est à la philosophie, ce que Nordal Lelandais est à l'éducation infantile. On est quand même sur des liens directs. Et il a réagi, il a dit c'est nul. Voilà. Ouais, il a réagi à la polémique. Voilà, je vous montre. C'est nul. Véran donne son avis sur le refus de certains joueurs de porter le maillot arc-en-ciel en Ligue 1. C'est nul. C'est nul. C'est anachronique. On vit dans une époque aujourd'hui où chacun est libre de s'aimer comme il le souhaite. Et c'est l'homophobie si tu fais pas. Si tu fais pas, c'est l'homophobie. Donc, bon, ça continue hein, dans les cagoleries, mais l'avantage, c'est que maintenant, on est rodé. Et comme on vit en altitude, on est rodé haut. Par rapport avec le cheval et tout. Donc, non, c'est voilà, la plus-value apportée par Véran. Mais tout ça pour vous dire, parce que sinon, ce week-end, il n'y a pas eu beaucoup plus de choses, hein, les copains. Bon, voilà, j'ai résumé un petit peu rapidos ces histoires-là. On va aller. Ah, je m'aille. Aïe, 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 un coup d'eau. Voilà, attention. On va aller clairement sur l'affaire Antoven. L'affaire Antoven sur cette vidéo. Je voulais la regarder avec vous, voilà, faire un petit peu de philosophie, vous savez. C'est mon petit plaisir, c'est un domaine que j'aime bien. On va regarder ça, on va commenter le duel. Le duel Raphaël Antoven, Barbara Stiegler autour du thème Emmanuel Macron est-il encore défendable? On va se creuser un petit peu la caboche aujourd'hui. Et ça fait
du bien, ça fait plaisir, ça fait du bien. Par où ça passe? Voilà. Et Cook54 me tend une perche formidable avant de mettre play à la vidéo. Merci à Inader qui vient de se prendre, c'est le 4e mois. L'ami Cook54 qui dit pendant ce temps, les nazillons défilent pépère. Alors oui, il y a cette histoire-là. On en parle 3 minutes parce que je vais revenir dessus dans la farce tranquille. Parce qu'il y a eu quelques commentaires. Et ça me rend un petit peu grognon. Enfin, ça, chacun dit ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais ça, cette histoire-là, j'en ai pas encore parlé parce que j'attendais de voir les retombées précisément pour voir l'ampleur que ça allait prendre et savoir si ça allait confirmer ce que je pensais. Et cette affaire est une cagolerie montée de toutes pièces. C'est un putain des grandes fumées supplémentaires pour que les gens détournent le regard. Donc on va en reparler dans la farce tranquille, je vais bosser sur le truc pour vous donner mon avis, hein, pas la vérité. Hein. Non déplaise à d'autres docteurs qui auront une dent contre moi apparemment. Mais on va pas en parler aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Cette histoire-là de défilé de gens dépeints comme des néo-nazis et compagnie, c'est un écran de fumée terrible, dans la mesure où le gouvernement s'est tapé l'extrême gauche avec les manifs contre la réforme des retraites en disant toutes les violences sont à cause de l'extrême gauche, et ça a marché, parce qu'en face, il y a tout un défilé de majorettes qui a repris la polémique pour essayer de faire une fois de plus du buzz, et ils se sont pris les pieds dedans, donc les mecs bubules, ils ont disparu. Et cette histoire de défilé est un artifice supplémentaire du gouvernement pour tenter d'en mettre plein la gueule à l'extrême droite. Or, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a parlé que de ça pendant une semaine en disant « Ah mon Dieu, les néo-nazis dans Paris », sauf que cette manifestation a lieu tous les ans depuis plusieurs années. Et vous n'en aviez pas entendu parler ces dernières années. Donc, ça a été une fois de plus monté en épingle. Il n'y a eu quasiment aucun dégât, contrairement à d'autres manifestations pour lesquelles on n'a pas pointé du doigt les gens. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ces gens-là sont des tendres. Qu'on soit bien d'accord, Gérald Darmanin l'a montré, quand il s'agit de dissoudre des associations, il en est tout à fait capable. Or là, cette association n'est pas dissoute, et elle manifeste dans la rue tout à fait normalement, et Darmanin vient vous dire, mon Dieu, le danger, c'est l'extrême droite. Donc, il faut arrêter les cagoles, les cagoleries, c'est n'importe quoi. Tout ça, un écran de fumée bidon pour détourner l'attention des gens. Si ces gens-là étaient réellement des néo-nazis, rappelons que c'est interdit en France, ce genre d'opinion, et là, pour le coup, à juste titre, et cette association serait dissoute. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ça a été complètement monté, c'est tout bidon. Et on a dit, ah ouais, mais regardez, ils font peur, ils ont des masques. Pendant 2 ans, on nous a dit que ça sauvait des vies, donc il faut peut-être arrêter les bêtises. Mais on va revenir là-dessus sur la farce tranquille. D'abord, ce débat, voilà, aujourd'hui un peu de philosophie. On est parti. Emmanuel Macron est-il encore défendable? C'est Raphaël Enthoven. On va voir, hein, peut-être qu'il va y avoir des illuminations de génie. Et Barbara Stiegler, c'était sur France Culture, il n'y a pas longtemps. Hein, la vidéo date du 27 avril 2023, veille d'un jour saint, mon anniversaire. Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. C'est un paradoxe apparent. D'un côté, 26% des sondés sont satisfaits du chef de l'État selon l'IFOP. C'est peu, certes, mais ce n'est pas rien. Et surtout, c'est plus que pendant la crise des Gilets jaunes. Le président était alors à 23%. De l'autre, des déplacements de ministres empêchés, un dialogue avec les corps intermédiaires compliqué, des intellectuels de plus en plus opposés. Au fond, jamais Emmanuel Macron semble n'avoir gouverné à ce point sans soutien. Alors qui peut, qui veut encore défendre le président? Que défend-on lorsqu'on défend Emmanuel Macron? Et cette absence croissante de soutien peut-elle participer à fragiliser plus avant le débat public? Pour en parler, je reçois ce matin 2 professeurs de philosophie. Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de philosophie et vous êtes l'auteur de Krasnaya, c'est paru en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Et avec Petite parenthèse, j'ai eu un affreux doute, je suis sur mon téléphone depuis tout à l'heure. Donc déjà, ça va commencer à me mettre les abeilles, mais d'entrée de jeu. C'est ce qu'on appelle un but contre son camp. Ce monsieur Quentin Lafay, son nom me disait quelque chose, je me disais bien que j'avais lu un livre de lui. Quentin Lafay, donc présentateur sur France Culture, je ne savais pas, hein, je découvre avec vous la vidéo et le fait que ce monsieur soit présentateur sur France Culture. Ce monsieur a écrit un bouquin, vous allez vite comprendre, qui s'appelle L'Intrusion. Je vous montre la couverture, c'était chez Gallimard. On se fout pas de notre gueule. Voilà, L'Intrusion, c'est ce bouquin-là. Et Quentin Lafay, alors qui fait un sujet quand même, hein, Emmanuel Macron est-il encore défendable? Alors Quentin Lafay, dans sa carrière, il a fait partie de l'équipe d'Emmanuel Macron. Dans la campagne de 2017, regardez hein, cet article du Monde du 12 avril 2020. Quentin Lafay, piraté repenti. Membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, il a vu ses courriels personnels rendus publics par les Macron Leaks. De ce traumatisme, il a tiré quelques leçons de vie et un roman, L'Intrusion. Que le monde est petit!
Quentin Lafay, qui a fait partie de l'équipe Macron, reçoit Raphaël Enthoven, qui couche avec la patronne de Radio France, Adèle Van Reet. Ah non! Putain! C'est ouf! Mais faites ça chez vous, il y a des lupanards pour ça. Non, mais oh merde! Le hasard. Hasard, Balthazar. Donc, voilà, petit contexte, hein, si jamais, au cas où, hein, les conflits d'intérêts, ça fait plaisir. Merci à Salsa Bunny qui vient de Subprime. Voilà. Donc, tout à coup, je vais regarder le truc avec un autre angle. Je pensais pas que c'était lui qui animait ça, mais bon, bah, on l'embrasse. Avec nous également et à distance, Barbara Stiegler, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie également à l'université Bordeaux-Montaigne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et autrice notamment de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation. C'est paru dans la collection Tracts de Gallimard. Alors commençons. Alors, voilà, je suis désolé parce que j'y pense, il a dit Raphaël Enthoven, professeur de philosophie. Bon, ça, il y a déjà beaucoup de problèmes dans ce début d'émission. Rappelez-vous de cette séquence. Pour toutes les personnes qui peut-être ne vous connaissent pas encore, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je suis prof de philo. Ok. J'enseigne la philosophie. D'abord, concrètement, je suis prof de philo. Je suis ce que je fais, et je fais ça. Et pourquoi avez-vous arrêté l'enseignement à proprement parler? C'était mon métier pendant très longtemps, enfin c'est comme ça, c'est de ça que je vivais. C'est-à-dire que je n'enseigne plus au sens académique du terme, mais enfin je continue de faire le même métier sur d'autres supports. Un jour l'émission s'est mal passée, et j'ai été viré de l'émission. Et du coup, comme c'était lui qui décidait de mon avenir universitaire, il a décrété que je n'en avais plus. Et donc j'ai dû interrompre ma thèse et par là même la charge d'enseignement qui était la mienne. Donc en fait c'est juste le doctorat que vous n'avez pas eu. Alors j'ai pas eu mon doctorat, j'ai pas passé ma thèse en fait, j'ai pas soutenu ma thèse. Je suis prof de voilà. Bon, je vous diffuse ça, vous en faites ce que vous voulez. Une fois de plus, allez, on continue, on va essayer de pas couper toutes les 30 secondes. Raphaël Enthoven avec vous sur ce paradoxe. Au fond, pourquoi le président de la République est-il si impopulaire d'un côté? Pourquoi a-t-il tant de mal aujourd'hui à trouver des soutiens alors qu'au fond, il a déjà été beaucoup plus impopulaire par le passé? C'est normal qu'il ait du mal à trouver des soutiens quand il promeut une réforme impopulaire, majoritairement impopulaire, que les gens n'ont pas envie de prendre des coups, c'est normal. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai jamais été macronien, si vous voulez. C'est-à-dire, j'ai jamais été dans le cercle, je ne le connais pas. On s'est croisé une fois il y a 6 ans, c'était avant qu'il soit président. Et donc, je n'ai aucun intérêt dans cette histoire, seulement c'est pas lui que je défends. C'est la République, c'est l'état de droit et c'est la démocratie. Et à mon avis, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire, la démocratie est menacée quand on conteste une loi qui a été promulguée. La République est menacée quand on remet en cause la neutralité procédurale du Conseil constitutionnel chaque fois qu'une décision nous déplaît. L'état de droit est menacé quand on dit l'État français est raciste. Et donc, si vous voulez, ça n'est pas tant Emmanuel Macron que je défends que la façon qu'on a de s'opposer à lui, qui me paraît à la fois stérile, donc improductive, et propice surtout à des malédictions qui n'ont rien à voir avec le débat public. Au fond, Raphaël Enthoven, quand vous défendez Emmanuel Macron, vous défendez autre chose qu'Emmanuel Macron lui-même, c'est-à-dire les institutions, le système représentatif. Je défends le président de la République comme je défendrais tout président de la République confronté à une opposition qui conteste sa légitimité alors qu'il a été légitimement élu. Je défendrai toute personne qui tente d'appliquer sa loi, que j'approuve ou non la loi en question, qui tente de faire passer une loi et qu'on accuse d'autoritarisme alors qu'il respecte les procédures. C'est aussi simple que ça en réalité. C'est là, encore une fois, on peut questionner la nature des propositions d'Emmanuel Macron, le contenu des réformes qu'il propose, et il peut y avoir là-dessus un débat démocratique formidable. La façon qu'on a de s'opposer à lui me paraît, elle, délétère et surtout pas propice au débat. Par conséquent, Raphaël Enthoven, quelle place, quelle légitimité pour la contestation et pour contester Emmanuel Macron? Il faudrait le faire, mais d'une autre façon? La légitimité, elle est totale à contester en démocratie. C'est même essentiel. Mais prenons par exemple Bernard Cazeneuve. Tiens, Bernard Cazeneuve est tout à fait hostile à la réforme des retraites. Il est contre la réforme des retraites, il en propose une autre. Il fait ce qu'il veut. Mais ça ne l'empêche pas de reconnaître l'autorité de la chose jugée une fois que le Conseil constitutionnel a parlé. C'est-à-dire que la nature des critiques fermes qu'il formule contre le président de la République ne l'empêche pas de jouer le jeu de la République elle-même. C'est-à-dire de ne pas se mettre en marge de la République. Tout l'enjeu, c'est que la critique ne devienne pas une hostilité. C'est que le débat ne soit pas un combat. Parce que sinon, c'est la liberté collective qui diminue. Et c'est une société qui se disloque entre individus qui se regardent en chien de faïence.
Barbara Stiegler, est-ce que vous faites, vous, le constat que le débat est devenu un combat? Est-ce que pour vous, à votre sens, c'est nocif, même pour la qualité du débat public? Alors, il faudrait, merci de votre invitation, il faudrait que vous précisiez dans votre question depuis quand. Enfin, vous voulez dire depuis que nous contestons la réforme, la dernière mouture de la réforme, ou je ne comprends pas bien votre question. Même au-delà, c'est-à-dire, est-ce que pour vous, la contestation a sa place? Est-ce que lorsqu'on conteste les réformes du président de la République, allez, prenons la dernière, la réforme des retraites, est-ce qu'on menace au fond la qualité même du débat public? Est-ce qu'il y a des façons de contester cette réforme qui n'aurait pas lieu d'être? D'accord. Oui, alors, j'imagine que votre question est teintée d'humour. Est-ce qu'on peut contester des réformes d'un pouvoir politique en place? Oui, nous sommes dans un état de droit. On est d'accord. Et donc, dans un état de droit, on peut contester. Votre question porte plutôt sur les modalités de la contestation, c'est ça? C'est ça, sur la façon de contester. Oui, alors, si vous pouviez préciser, c'est-à-dire qu'est-ce qui poserait problème? Parce que les gens manifestent, ils scandent des slogans. Est-ce que pour vous, certaines limites sont franchies, Barbara Stiegler, lorsque, je prends un exemple, place Notre-Dame à Grenoble, une effigie du président de la République est brûlée? Est-ce que certaines limites sont franchies? On a entendu aussi certaines personnes expliquer que les concerts de casseroles étaient fascisants. Je reprends des termes évidemment qui ne sont pas les miens. Est-ce qu'il y a des limites dans la façon qu'il y a en ce moment de contester le président de la République? Alors, si on fait un premier arrêt sur autoroute, on a des questions pas du tout orientées. Voilà, c'est quand même très important de le souligner. Alors, est-ce eu égard à l'ancienne appartenance de ce monsieur Quentin Lafay, on le rappelle, qui a fait partie de l'équipe d'Emmanuel Macron en 2017, ou est-ce purement fortuit, ça, vraiment, je vous laisse l'interprétation. On a des questions assez formidables. Si on revient quand même sur le premier bloc de réponse de Raphaël Antoven, je vais essayer de ne pas faire trop de coupures, voilà, tous les 5 minutes, si ça vous va environ. On a ces réflexions sur le droit du travail, qui sont sur la remise en cause des lois existantes. À partir du moment où une loi est promulguée, elle ne peut plus être discutée. C'est formidable parce que grâce à lui, les congés payés n'auraient jamais vu le jour, la semaine de 35 heures, enfin, typiquement, par exemple, tout le pan du droit du travail de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui n'aurait pas existé, au motif de la loi est comme ça, merci d'aller vous faire cuire le cul. Malheureusement, c'est regrettable et c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'un peuple exige de ses représentants des modifications en profondeur ou pas, ou que ces mêmes représentants élus par le peuple exigent des changements, des adaptations, des modifications, des améliorations, que la loi évolue. C'est pour ça que, par exemple, on parle de jurisprudence, ce qui permet d'entretenir une loi toujours vivante, toujours vive, toujours adaptée à l'évolution de la société. Donc mettre en avant le côté « une loi est promulguée, elle n'a pas vocation à bouger », c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'on serait encore au code Napoléon sur tous les pans de la société. Je veux pas avoir la prétention de me mettre au niveau de Raphaël Antoven, j'essaie de réfléchir avec mes petits bras et mes petits moyens, mais il faut peut-être pas déconner. Peut-être pas déconner non plus. L'élection comme garantie de la légitimité, alors ça aussi c'est passionnant. On est quand même, je suis désolé, sur l'autoroute du point Godwin, mais pas que d'ailleurs, mais combien d'autocrates, combien de dictateurs ont été élus? C'est-à-dire que il y a la bonne et la mauvaise élection. En fait. Vladimir Poutine a été élu, mais il n'est pas légitime, en tout cas au regard des autres pays. Lui ou Erdogan, d'ailleurs vous noterez qu'il y a une élection qui se passe actuellement en Turquie, le premier tour a eu lieu hier, très serré, avec un candidat face à Erdogan. Alors, Kilismagoglou, malheureusement je vais trahir le nom. On a quand même, c'était... là encore, t'as décidément... c'était, je crois, dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, je ne vais pas vous dire de conneries, un article qui parle de cette élection en Turquie, et le journaliste, sans trembler du museau, évoque la possibilité d'un trucage des élections. Donc là encore, c'est passionnant de voir que ces questions de légitimité ne passent pas les frontières, en fait. C'est comme les viandes d'animal exotiques. Il y a des choses qui ne passent pas les frontières. Tu vides ton sac, ça dégage. Donc c'est passionnant quand Raphaël Antoven dit Macron a la légitimité d'être élu, donc à partir de là, roue libre. Et par contre, ce passeport pour le plaisir, ce permis de tuer à la James Bond, ne marche pas avec d'autres élus. Voilà, Donald Trump a été élu, par exemple, tu vois, mais il n'était pas légitime.
Sombre histoire de Moumout, enfin voilà, c'est pas le sujet. Et donc on arrive à Barbara Stiegler qui est au téléphone et qui apparemment est venue avec la ferme intention de distribuer les branlés. Donc pour l'instant, je me frise les moustaches, on continue. Alors merci pour ces questions très précises qui me vont très bien. Donc effectivement, on va commencer par les concerts de casseroles fascisants. Donc qui a dit ça? Parce que je n'ai pas suivi ça. Je suis sur Twitter et je suis extrêmement active en ce moment parce qu'il se passe beaucoup de choses politiquement. Donc je passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe parce que c'est un lieu Twitter extrêmement intéressant pour voir un petit peu le débat public, même s'il a des formes très dégradées, mais enfin il existe en tout cas. Et là, j'avoue que les concerts de casseroles fascisants, j'avais pas vu cette perle, à vrai dire. Ce sont des remarques que l'on trouve effectivement sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, mais au-delà de ça, sans savoir qui l'a dit ou qui l'aurait dit, qu'est-ce que ça vous évoque ou quelle réaction ça suscite chez vous? Bon, alors on va préciser. Donc, effectivement, pour Raphaël Enthoven et pour beaucoup de gens, ces casserolades, cette casserolade générale, ces concerts de casseroles sont une menace pour la République et attaquent l'état de droit, contestent la légitimité du Conseil constitutionnel et de la présidence de la République. Bon, je reprends les propos qui ont été tenus à tout ceci est infondé, littéralement infondé, dans la mesure où, en fait, les juristes aujourd'hui les plus sérieux nous rappellent toute une série de choses. Bien sûr qu'on a le droit de contester des réformes, des lois, et même des lois qui ont été promulguées. On a absolument le droit de le faire. Et on peut le faire de manière extrêmement bruyante. Taper sur des casseroles et faire du bruit, ce n'est pas un délit. Donc, il n'y a aucune atteinte à l'état de droit. On est tout à fait dans les limites de la légalité républicaine. Les gens qui font cela, ils tapent sur des casseroles précisément pour ne pas taper sur des gens et précisément pour ne pas être dans la violence physique. Donc, c'est vraiment une manière les gens sont excédés. Moi-même, je tape sur une casserole très régulièrement depuis 10 jours, dès que je le peux, entre toutes mes contraintes et mes obligations, etc. Et j'essaye d'y être. J'ai d'ailleurs été parmi les premiers à relayer l'appel à se réunir sur toutes les mairies de France pour taper sur les casseroles. C'est un mode de manifestation qui a ses lettres de noblesse. Bon, il y a les fameux charivari du 19e siècle, tout le monde sait ça sur les réseaux sociaux, c'est rappelé. Il y a aussi des précédents comme l'Islande. Je rappelle que l'Islande, les Islandais ont utilisé la technique de la casserole pour chasser du pouvoir un régime, enfin une équipe de gouvernement totalement corrompue. Et donc en fait, c'est un moyen pacifique, c'est un moyen en plus plutôt joyeux et qui est plutôt du côté des passions non tristes, on va dire, qui permet c'est un mode de manifestation tout simplement, qui a des années d'histoire. Voilà. Donc présenter cela comme une atteinte à l'état de droit me paraît purement ahurissant. Maintenant, si on va vers le terrain du fait de brûler l'effigie du président de la République. Alors, il fut un temps où quand on brûlait l'effigie du roi, on commettait un crime de lèse-majesté. Ce temps est heureusement aboli. Le délit d'offense au chef suprême de l'État est aboli également, ça n'existe plus et on ne peut que s'en réjouir. Je vous rappelle que tout notre pays en 2015, enfin une grande partie des Français, ont clamé haut et fort que l'offense était fondamentale pour la liberté d'expression. Je rappelle les fameuses immenses manifestations défendant Charlie Hebdo qui n'hésitait pas à offenser un prophète de l'un des trois grands monothéismes. Bon, moi, je veux dire, je comprends cette position. On peut offenser le prophète, on peut offenser Charles III, on peut offenser, on peut dire God Save the Queen, fascist régime avec les Sex Pistols. On a le droit de s'en prendre à Elisabeth II. C'est comme ça, voilà. Donc, je comprends que ça puisse énerver certains ou même les choquer. C'est leur problème. C'est un problème esthético-moral. Donc, que vous trouviez, certains auditeurs trouvent que c'est du mauvais goût, je le comprends. Moi-même, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus, c'est pas mon problème.
En revanche, il y a une deuxième question, c'est de savoir, est-ce que brûler l'effigie de un tel ou de tel autre est efficace politiquement? Voilà une question qui m'intéresse. Et ça, pour la trancher, je pense que il faut réfléchir dans la lutte. Est-ce que stratégiquement c'est utile? Mais la moquerie, l'offense, le fait de malmener l'image de quelqu'un, malheureusement, ça fait partie du combat politique. Et si, à ce moment-là, si dès que il y a offense, il y a injure, on nous explique que l'état de droit est en danger et qu'on est en train de basculer dans le fascisme, il faut arrêter. C'est une mauvaise foi. Les gens qui font ce procès-là le font pas quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon ou de je ne sais qui, ou de Marine Le Pen ou de Éric Zemmour. Donc il faut arrêter. Hein. Ça ne trompe personne et ça exaspère les auditeurs de France Culture en réalité. Raphaël Antoven, la moquerie, l'offense... Oui, il y a deux choses. Il y a les casseroles et il y a l'effigie. Moi, je ne conteste pas la contestation. Je n'ai jamais contesté la contestation. La contestation n'est pas un délit. On a parfaitement le droit de taper sur une casserole. C'est stupide. Mais c'est un droit, il n'y a pas de problème. Je vois une défaite, en revanche, dans lui. Premier qualificatif moqueur et déplacé au bout de moins de 15 mots. Voilà. Deuxième phrase, c'est stupide. C'est-à-dire qu'on a Barbara Stiegler qui développe un raisonnement très intéressant. Si on fait un petit arrêt d'ailleurs là-dessus, tout de suite, sur ce qu'elle a dit, c'est vrai qu'elle a une bonne parole. Il y a des points très intéressants dans ce qu'elle dit sur déjà la question du journaliste est bluffante, hein, c'est-à-dire les casseroles fascisantes, hein, comme beaucoup disent, les casseroles fascisantes. La dame, donc Barbara Stiegler, excusez-moi, mais qui dit ça? Twitter. Vraiment l'excuse fastoche, tu sais. Le gamin qui a volé un bon bec, tu l'as eu où ce bonbon? Twitter. Voilà. Laisse tomber, Twitter. Tout ce que tu trouves ou tu sais pas, c'est Twitter. Donc déjà, bon, ça en dit très long. Donc il y a une remise en place qui me plaît beaucoup. Hein. Je vous avoue que là, je prends des notes. Hein. Je prends des notes pour mon futur débat avec Primum dans nos séries. Maîtrise du ton, avancement des arguments, destruction avec le sourire. Voilà, si on le formule différemment, I fuck you, but I'm a gentleman. Voilà, en anglais, pour ceux qui n'ont pas, voilà, pour la traduction, vous vous démerdez. Donc, cette notion de casserole fascisante, voilà, qui est quand même bien déboîtée. Et on a, je trouve, la différence, je ne sais pas ce que vous en pensez, dit dans le chat, hein, cette différence entre violence réelle et symbolique, c'est-à-dire sur le fait de taper sur des casseroles pour justement, à l'inverse même de ce qu'on leur reproche, de préciser qu'en tapant sur des casseroles, ils ne tapent pas sur autre chose. Et je trouve que même si c'est très symbolique, on a quand même un rappel important du symbole aussi qui est envoyé avec les casseroles par rapport à ça, et ensuite les rappels historiques. Et c'est vrai que sur les exemples par rapport à la liberté d'expression, sur les exemples sur la disparition du crime de lèse-majesté, on essaie de réactiver ces choses-là dans un contexte qui n'a plus rien à voir. Et c'est, on a là quasiment les derniers, comment dire, les derniers rangs de défense de ces gens-là qui aujourd'hui s'en prennent à des casseroles en essayant de criminaliser des pratiques historiques qui ont fait ce qu'est la France et qui ne sont pas ce qu'ils tentent de dépeindre. Qui peut croire aujourd'hui que la France menace de s'écrouler avec des casseroles? Rappelez-vous, c'est exactement le même narratif qu'au moment de la tribune des généraux à la retraite. Vous savez, qui avait été relayée par Valeurs Actuelles, qui au départ, cette tribune avait été publiée sur un site internet lié au monde militaire français, je crois. Et on avait des gens qui étaient arrivés en disant « Ah là là, mon Dieu, le putsch des généraux ». On parle de généraux qui étaient quasiment tous à la retraite, qui avaient plus de 60-70 baloches, et on nous a dit en fait, la France va tomber, parce qu'on a l'équivalent, si vous voulez, du royaume austro-hongrois qui est à nos portes, on va s'écrouler. C'était n'importe quoi. On a criminalisé une tribune de gens qui disaient « Bon, zut ». C'est n'importe quoi. Et Raphaël Antoven, et c'est pour ça que je découvre avec vous la vidéo, mais ça commence très bien. Premier argument de réponse à ce qu'a dit Barbara Stiegler, c'est stupide, voilà, sur les casseroles. Voilà. Prends ça, Kant, prends ça dans ta gueule, Pascal. Tu vois. Allez, on continue.
Utilisation, pardonnez-moi. C'est stupide parce que ça sert à rien, parce que c'est le choix du bruit contre celui de la parole. C'est le choix de la casserole contre celui du dialogue. On part du principe, on antépose la surdité présidentielle, le postulat de la surdité présidentielle, et on se dit, puisqu'il est sourd, on va se faire entendre. Il y aurait beaucoup à dire sur du nombre et de la manifestation sociale. Oui, mais il y a beaucoup à dire sur le postulat de la surdité présidentielle. Ça veut rien dire de dire qu'il est sourd. Évidemment qu'il entend seulement, il change pas d'avis, c'est tout. Mais la méthode de la casserole dans ces cas-là me paraît... Ah merde, j'ai pas remis la vidéo. Fait de la discussion, un peu comme c'est la différence entre entre un cri et un échange. Mais je ne conteste pas la contestation, et ce n'est pas le concert de casserole que je vois comme une atteinte à l'état de droit, c'est la contestation du Conseil constitutionnel lui-même à l'instant ou de la décision qu'il prend, à l'instant où cette décision déplaît. Donc c'est un peu différent. Quant à l'effigie elle-même, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans cette histoire, ça n'est pas simplement pour moi un problème esthético-moral. Brûler l'effigie de Macron, c'est donner le sentiment que nous vivons dans un pouvoir autoritaire, que nous sommes gouvernés par un tyran, dont la décapitation ou bien l'immolation serait une libération, serait libératoire. C'est ce sentiment-là qui est dangereux. C'est pas simplement une affaire de mauvais goût, c'est ce sentiment-là qui est dangereux. Et quant à la comparaison avec Charlie, elle n'est pas pertinente, puisque dans le cas de Charlie, il s'agissait d'offenser les religions, ce qui, en République, est chose saine, chose importante, chose utile, alors que dans le cas des manifestants, il s'agit de montrer le président de la République, de dénier au président de la République toute légitimité, au point de l'exécuter symboliquement. Enfin, si on parle de Mélenchon, de Le Pen ou de Zemmour, si Mélenchon, Le Pen ou Zemmour avaient été élus, nul doute qu'ils auraient appliqué, élus dans de mauvaises conditions, élus avec les voix de gens qui se sont bouchés le nez en votant pour eux pour éviter le camp d'en face. S'ils avaient été élus et élus de cette façon-là, ils n'auraient pas... Voilà, non mais, génial. Je vous le disais tout à l'heure, la légitimité qu'on prête à Emmanuel Macron parce qu'il a été élu. Non, là honnêtement, Raphaël Enthoven, et vous le savez, et je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui, j'ai adoré ses livres, j'ai en partie appris la philo grâce et avec lui, dans ses bouquins, mais là aujourd'hui, énorme pompe à vélo. Au bout d'un moment, qui se trimballe, la directrice de France Info, je veux bien, mais il faut arrêter parce que ça se voit au bout d'un moment. Dire Emmanuel Macron est légitime parce qu'il a été élu, et si Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen étaient arrivés au pouvoir, ah ben là en fait c'est pas du tout pareil, parce qu'ils auraient eu de mauvaises voix, à 12 minutes d'intervalle, même Martin Blachier trouve ça excessif. On se l'armait, mais c'est vraiment ridicule. La raison avec Charlie, elle n'est pas pertinente, puisque dans le cas de Charlie, il s'agissait d'offenser les religions, ce qui, en République, est chose saine, chose importante, chose utile, alors que dans le cas des manifestants, il s'agit de montrer le président de la République, de dénier au président de la République toute légitimité, au point de l'exécuter symboliquement. Enfin, si on parle de Mélenchon, de Le Pen ou de Zemmour, si Mélenchon, Le Pen ou Zemmour avaient été élus, nul doute qu'ils auraient appliqué, élus dans de mauvaises conditions, élus avec les voix de gens qui se sont bouchés le nez en votant pour eux pour éviter le camp d'en face, s'ils avaient été élus et élus de cette façon-là, ils n'auraient pas renoncé à leur propre réforme des retraites. Et nul n'aurait vu un déni de démocratie dans le fait de maintenir une réforme malgré le fait qu'ils ont été élus par des gens qui n'adhèrent pas à ce qu'ils racontent. Donc, encore une... Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron. Fois, pour résumer les choses, le concert de casserole, très bien, c'est un droit, ça reste à mon avis une stupidité, mais pourquoi pas. En revanche, l'effigie de Macron qu'on brûle, ça me paraît extrêmement grave. C'est du même ordre que ce à quoi les Trumpistes se livraient quand ils parlaient de Sleepy Joe. C'est à peu près de même nature. Il s'agit dans ces cas-là de s'en prendre à la personne du président et de s'en prendre symboliquement, physiquement à sa personne. Ceci n'est pas anodin et ne relève pas simplement de l'esthétique ou de la morale. Barbara Stiegler. Alors avant que Barbara Stiegler reprenne, là encore coup de génie, hein, c'est-à-dire que et on est en fait on est souvent là-dessus. Vous savez, je radote avec ma phrase de Charles Péguy, mais qui se valide un petit peu plus chaque jour. Le plus dur aujourd'hui est de réussir à voir ce qu'on voit, c'est-à-dire que vous montrez à Raphaël Enthoven Joe Biden qui serre la main à des fantômes et qui factuellement, parce que la vie en veut ainsi et que passer 70 baloches, on est quand même plus près du générique de fin et l'inscription au marathon de Boston, c'est pas pour tout de suite. Vous lui montrez ça avec quelqu'un qui dit pauvre Joe, quand même, ça a l'air d'être dur. Le mec te dit ah oui, parce qu'en fait, c'est une critique de pouvoir. Vous en prenez à la personne, vous n'avez pas honte, affreux séditieux. Là, on est vraiment sur un refus du réel. On est sur un refus du réel. Et d'ailleurs, pointer du doigt, alors je ne veux pas attribuer ces propos-là à Raphaël Enthoven, mais il y a eu un cas très intéressant quand Trump, rappelez-vous, s'était pété la gueule pour monter dans Air Force One.
l'avion du président de la République américain. Du président américain, pardon. Là, ça avait titré très fort, hein, la titraille avait été massive aux États-Unis en disant Donald Trump est-il encore capable de gérer le pouvoir, machin bidule, machin bidule. Biden a fait la même chose, une fois on en est sûr, peut-être 2 fois lors d'un récent déplacement, mais une fois en tout cas on en est sûr. Et là, les titres étaient beaucoup plus rares, beaucoup plus rares. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, après il y en a eu, mais c'était beaucoup plus rare. Donc, ce qui est passionnant une fois de plus, et à ce niveau-là, espéré de compétences, Raphaël Enthoven devient quand même une pompe à vélo qui s'exprime très bien, qui gonfle bien, mais qui malheureusement ne fait que gonfler son auditoire. C'est que là, ça devient grossier. Je veux dire, on peut constater ce que fait. On peut constater l'état de Joe Biden parce qu'on a tous autour de nous des gens qui, effectivement, la vie faisant, l'âge faisant, deviennent au bout d'un moment, bah, tu perds un peu, oui, tu perds un peu la boule, c'est pas grave, je veux dire, c'est le fil de la vie, et il ne faudrait pas le constater au motif que cela peut revêtir une dimension politique. C'est ridicule. Mais j'ai tenté un truc, mais là, Barbara Stiegler, à mon avis, elle est remontée, ça va être fessé cul nu. Vous êtes d'accord, l'idée c'est de s'en prendre à la personne du président de la République et au fond, par-delà, dénier la légitimité même du président de la République lorsqu'on brûle son effigie? Mais absolument pas, c'est un symbole. La symbolisation consiste précisément à un déplacement. S'en prendre à la personne du président de la République, c'est se jeter sur lui pour essayer de le frapper ou de le tuer. Oh, j'ai encore oublié la vidéo. D'entrer dans son Désolé. pour aller le chercher et l'éliminer. C'est ça, s'en prendre à la personne du président de la République. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Moi, personnellement, à vous écouter, à écouter ce qui se dit là, moi, dans ce cas-là, je m'en prends sans arrêt à la personne du président de la République, puisque sur mon compte Twitter, je n'hésite pas à présenter la personne qui occupe actuellement l'Élysée et qui est effectivement, de fait, le président de ma République, c'est ainsi, que ça me plaise ou non, en l'occurrence ça me déplaît, mais c'est comme ça, eh bien je n'hésite pas à le présenter comme un dangereux pyromane qui ne cesse de déverser des jerrycans d'essence et de mettre des allumettes avec ses ministres pour, et je le trouve d'ailleurs, tout le monde le dit dans le mouvement, absolument génial, entre guillemets, dans ce mouvement social et politique immense qui est en train de secouer le pays, parce qu'en fait il est vraiment un partenaire de choix, il est idéal dans le casting, c'est-à-dire que si jamais on retournait chez nous un peu fatigué, il relance, ainsi que Gabriel Attal et tous les autres, sans arrêt la contestation. Donc très bien. Maintenant, dire que nous nous en prenons à sa personne, c'est extrêmement de mauvaise foi. Alors, les casseroles comme moyen stupide. Alors je suis désolée, je n'aime pas moi non plus qu'on s'en prenne à moi en me traitant d'être stupide, donc je me permets de répondre sur vos ondes. Je ne pense pas être stupide quand j'ai appelé à cette casserolade générale avec des dizaines et des centaines de milliers d'autres gens. Je ne pense pas du tout que nous soyons stupides, je pense qu'au contraire, on est extrêmement intelligent. C'est extrêmement intelligent, pourquoi? Parce que loin de éteindre la parole et le débat public, c'est exactement l'inverse. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a imposé, c'est son droit, une allocution présidentielle pour, je cite, tourner la page des retraites. Tourner la page de la réforme des retraites. Car le président de la République s'estime maître des horloges et maître de l'agenda. Très bien, il a le droit. Le problème, c'est que c'est pas lui qui fait l'agenda. C'est en République, c'est le peuple. Et donc, le peuple, des fois, il ne sait plus où il en est. Les gens ont l'impression qu'il n'y a plus de peuple. Ils sont tout seuls. Ils se sentent isolés derrière leur écran, etc. Et puis, des fois, il se passe des choses en France. Et puis, on a un peuple français qui semble être là et qui n'est pas forcément d'ailleurs d'accord. Hein, il y a des débats, heureusement. Et il se passe des choses. Alors là, la page, eh ben, il n'a pas pu la tourner. Parce que, en fait, ce qui se passe, ce n'est pas une séquence. C'est pas une séquence médiatique, hein, c'est aussi une séquence médiatique, mais c'est d'abord un grand mouvement politique et social. On ne sait pas ce qu'il en adviendra, mais il s'est passé quelque chose. Et donc, on ne tourne pas la page comme ça, et ces casseroles sont la preuve que, nous continuons et nous ne cessons de parler de ce dont il ne voulait plus qu'on parle, à savoir la réforme des retraites. Donc, c'est pas du tout la fin de la parole, c'est la suite de la parole, et puis ça débloque la parole, au sens où il se dit maintenant plein de choses, comme la déclaration de Rosan Vallon l'autre jour, qui n'aurait pas été dite sinon. Il se dit plein de choses qu'on n'osait pas entendre ou qu'on n'osait pas dire,
qu'on n'entendait plus, pardon, quand on n'entendait pas et qu'on n'osait pas dire. Et puis, nous-mêmes, on pousse nos adversaires à la faute qui se mettent à raconter strictement n'importe quoi. Donc, au contraire, c'est un déblocage fascinant de la parole. Moi, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à écouter tout le monde, y compris Raphaël Enthoven, parce que c'est très intéressant, je trouve, au contraire. Donc, sur la prise de parole, sur ce bloc-là de Barbara Stiegler, il y a une chose qui est passionnante et je trouve fondamentale et où, effectivement, on est sur ce qu'on appelle en philosophie, donc pour donner quelques leçons importantes, on est sur ce qu'on appelle une branlée, du latin branlum, branlare, branla est, bien évidemment, et la notion importante, donc blague à part, que je trouve vraiment, vraiment super intéressante, c'est quand Barbara Stiegler parle de symbolisation. Pourquoi on brûle l'effigie d'Emmanuel Macron? C'est précisément parce que c'est un symbole. On ne brûle pas Emmanuel Macron lui-même, parce que Emmanuel Macron, sans le symbole, sans la fonction de président de la République, Emmanuel Macron est un lambda. On ne brûle pas quelqu'un sans raison. Et ce qui est passionnant, c'est que Raphaël Enthoven brandit l'argument du symbole, c'est parce que c'est le symbole du président de la République qu'on ne doit pas s'y attaquer, sauf qu'il oublie que l'argument marche surtout dans l'autre sens. On attaque parce qu'il y a un symbole. C'est quand on attaque la personne en tant que telle, indépendamment du symbole, qu'on fait fi du symbole, qu'on le fout de côté pour dire on va le cramer quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, c'est là qu'on franchit effectivement cette espèce de barrière du fascisme qui est brandie depuis longtemps et qu'on utilise comme d'ailleurs plus que le fascisme, qu'on utilise comme un épouvantail. Et quand Raphaël Enthoven, sur ce qu'il disait juste avant cette réponse-là de Barbara Stiegler, quand il prend la contestation du Conseil constitutionnel pour lui comme un drame absolu et qu'on ne doit pas critiquer le Conseil constitutionnel, ce qui est génial, c'est qu'il utilise cet argument du symbolisme pour dire le Conseil constitutionnel est un symbole qu'on ne doit pas... est une institution que symboliquement on ne peut pas attaquer, car elle est au bout de la chaîne de mise en place d'une nouvelle loi en France, ou d'une nouvelle loi en France, pardon, d'une nouvelle réforme, ce qui fait que parce que le Conseil constitutionnel le dit, symboliquement, on ne peut pas s'y prendre à cela. C'est le même argument, mais tordu, histoire que ça rentre dans la boîte. Raphaël Enthoven est un philosophe, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ses positions médiatiques, qui fait tout ce qu'il peut pour faire rentrer un carré dans un rond. Et ça se voit et ça devient grossier. Le Conseil constitutionnel, pour le coup d'ailleurs, si on reste dans la registre de la symbolique, c'est parce que en son sein, et d'ailleurs à sa tête, le président du Conseil constitutionnel n'est autre que Laurent Fabius, inculpé au moment du scandale du sang contaminé. Le Conseil constitutionnel est composé au tiers, voire un peu plus, parce que je crois qu'ils sont 9, me semble-t-il, et il y en a 3 ou 4 qui sont nommés par le président de la République directement. Donc, c'est précisément ce symbole-là qui est attaqué, parce que en tant que symbole du dernier arrêt avant la mise en place d'une loi, il n'est déjà pas respecté et respectable, parce qu'on trouve en son sein des gens qui posent de sérieux problèmes. Donc, Raphaël Enthoven s'embrouille complètement les pinceaux, et c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir ça, de voir la faiblesse du raisonnement et l'incapacité dans une démarche philosophique, donc de maïotique, comme on dit, donc faire accoucher un raisonnement, de facto, il ne sera pas d'accord, en fait. Barbara Stiegler lui dit, moi je tape dans les casseroles, je n'aime pas qu'on me traite de stupide, parce que Raphaël Enthoven n'est pas dans une démarche purement philosophique de maïotique, il est de toute façon dans un débat où il est face à une adversaire. Et là, on quitte le terrain de la philosophie. Je pense, et on verra dans la suite du débat, mais il n'est pas prêt. Je ne vois pas, je pense qu'il ne va jamais dire dans ce débat « Ah, effectivement, vous avez raison, c'est intéressant, réfléchissons là-dessus. » C'est catastrophique. C'est catastrophique. Quand il en vient à dénoncer le fait qu'on brûle une effigie en France, mais l'histoire de France est faite de ça. On est dans le même registre que la farce, on est dans le même registre que le bouffon du roi, qui se moquait ouvertement du roi. Parce que c'était un symbole, ce bouffon du roi était le seul dans le royaume à pouvoir faire cela. C'est hallucinant de confusion. Je ne peux pas dire de bêtises, parce que ce serait se mettre à son niveau, lui qui parle de casserole comme une stupidité, mais franchement, c'est sidérant, quoi. Merci beaucoup. On va poursuivre cette discussion à 8h15 en compagnie de Raphaël Enthoven et Barbara Stiegler. Vous écoutez France Culture, il est 8h. 7h, 9h. Ah, j'ai parlé. Je suis con.
Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Suite de notre conversation avec deux enseignants en philosophie, Raphaël Antoven, auteur de Krasnaya, c'est paru en 2022 aux éditions de l'Observatoire, et Barbara Stiegler, professeure de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et autrice notamment de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation. C'est paru en 2021 dans la collection Tract des éditions Gallimard. Raphaël Antoven, une réaction peut-être au billet politique de Jean Lémaré qui montre que l'on peut gouverner en partie sans soutien politique, mais est-ce que c'est pas un danger majeur pour le jeu démocratique? Ce serait un danger si c'était le cas en permanence, c'est-à-dire qu'effectivement on peut au jour le jour, d'une certaine manière, gouverner sans en passer par la loi, par la noblesse de la loi, mais la majorité, une majorité absolue au Parlement aujourd'hui ne serait pas à l'image du pays. On peut considérer que le Parlement est à l'image du pays et qu'il est d'autant plus important de le faire fonctionner quand même. Et pour ça, alors d'avoir, moi j'aimais bien l'idée qu'avait défendue Elisabeth Borne de construire des majorités adaptées à des projets. C'est vrai que sur les questions migratoires, par exemple, on peut imaginer que le gouvernement s'entende avec la droite, alors que sur l'aide active à mourir, il pourrait faire le plein des voix de gauche. Il existe encore une possibilité de manœuvre. Moi, je trouve très important, je fais pas... Vous voir réagir dans le chat, et effectivement, il y a une phrase, il y a Red Gab qui le pointe du doigt, la noblesse de la loi. Mais contresens sublime de quelqu'un, comme on disait, qui est déjà dans un tel déroulé, en fait, militant, que parler de noblesse de la loi, fallait oser, quoi. C'est quand même sublime. Parler de la noblesse d'une loi, la loi qui est le cœur battant de la démocratie, bien joué. Partie de ceux qui ne souhaitent pas du tout la dissolution de l'Assemblée, dans la mesure où vraiment cette Assemblée ressemble au pays que nous avons. Et donc le défi, au-delà du succès de telle ou telle majorité, c'est de faire fonctionner un Parlement qui, malgré le scrutin majoritaire, ressemble au pays. Voilà. Est-ce que sur la réforme des retraites, par exemple, Raphaël Antoven, est-ce que le gouvernement, la majorité, le gouvernement en l'occurrence, a réussi à faire marcher le jeu parlementaire? Le jeu parlementaire, oui, mais ça ne l'a pas rendu populaire. La réforme des retraites est très mal passée, elle est très mal passée. En revanche, il n'y a pas de coup d'État dans le fait qu'elle soit passée. Il n'y a pas d'autoritarisme dans la centième utilisation du 49.3. Il y a une nuance à faire. Que ce soit politiquement mal joué, que lancer une réforme au printemps, ce soit une erreur, tout ça est possible. On peut en discuter. En revanche, je ne vois pas dans le fait même d'entreprendre la réforme un déni de démocratie. Là encore, et avant que Barbara Stiegler reprenne la parole, je crois, ce qui est fou en plus, c'est le déficit d'information de Raphaël Antoven. Parce que les gens, ceux qui s'opposent à la réforme ne critiquent pas la réforme en soi, avec cette histoire de 49.3. La question, c'est qu'est-ce qui a rendu possible le 49.3 avec ce fameux article 47-1, avec tout ça, ces fameux cavaliers législatifs du gouvernement où, lol, le Conseil constitutionnel n'a pas trouvé à redire, mais il y a un déficit d'information. Alors, soit il ne le sait pas, et je trouve ça grave de s'exprimer, enfin grave, je trouve ça inutile, disons, pas grave non plus, mais inutile de s'exprimer sur ces sujets avec un tel déficit d'infos, soit il le sait et il ne dit rien volontairement. Mais là, on est quand même face à une ignorance volontaire ou pas, qui est assez dommage. Barbara Stiegler, une réaction notamment sur la façon dont le jeu... Il faut qu'on reparle des casserolades. Et on va reparler des casserolades juste après. Barbara Stiegler, juste une réaction sur le billet politique de Jean Lémaré sur la manière dont le gouvernement pourrait continuer d'exercer son pouvoir sans majorité à l'Assemblée. Oui, alors je suis très contente qu'il ait parlé de la possibilité de gouverner par décret. On peut aussi parler des ordonnances. En fait, il y a plein de moyens de contourner l'Assemblée nationale, malheureusement. Et moi, je voudrais quand même rappeler que Emmanuel Macron a une influence décisive sur ce pays et très, très, très centrale dans la définition des grands axes de ce pays depuis 10 ans. Il est arrivé au pouvoir, en quelque sorte, en 2013, où il a été un conseiller extrêmement influent de François Hollande. Et il a imposé, avec l'enthousiasme de François Hollande, bien entendu, toute une série de revirements et de trahisons par rapport à ce qui avait été promis aux électeurs de François Hollande, notamment sur la finance. Donc on a depuis 10 ans la Macronie, au sens très large, c'est-à-dire
quelque chose qui est une phase accélérée du néolibéralisme à tendance autoritaire qui règne sur notre pays. Bernard Cazeneuve a fait partie évidemment de ce règne-là, et là aujourd'hui les gens qui le soutiennent cherchent juste un meilleur acteur de la Macronie que Macron lui-même, puisque tout le monde voit bien que ça ne fonctionne pas, et il s'agit de poursuivre le même pouvoir. Pour moi, il n'y a aucune différence, sinon à des virgules près, entre la politique de Bernard Cazeneuve, celle d'Emmanuel Macron. C'est la même violence répressive. Je rappelle la mort de Rémi Fraisse sous Bernard Cazeneuve. C'est la même violence, c'est les mêmes coups. Je reprends l'expression de Raphaël Enthoven tout à l'heure. C'est une réforme qui en l'occurrence va conduire à donner des coups à la population. Raphaël Enthoven disait tout à l'heure, on comprend que les gens n'aient pas envie de prendre des coups, donc ce sont des réformes extrêmement violentes qui malmènent, qui violentent les gens, et c'est la même politique qui est menée depuis 10 ans. Et donc sur les retraites, il s'agit de toujours faire travailler plus, sur l'école, sur l'université, sur l'hôpital, c'est exactement la même politique. Et là, ce qui est dit dans le billet politique, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est continuer à appliquer cette destruction méthodique des services publics, par exemple, des libertés publiques, de l'état de droit qui est aujourd'hui sous nos yeux. Les constitutionnalistes sont effarés de la décision du Conseil constitutionnel. Les spécialistes de la justice administrative, du droit administratif, sont effarés des arrêtés pris par les préfets. Il faut regarder ce qui se passe. Le monde juridique est extrêmement malmené depuis les années Sarkozy, mais plus encore en ce moment. Donc, on a une porte-atteinte aux procédures de l'état de droit. Enfin, quand je dis la Macronie porte atteinte aux procédures de l'état de droit, heureusement, nous avons le tribunal administratif qui fait son travail et qui défait les arrêtés préfectoraux. Nous avons les constitutionnalistes comme Dominique Rousseau, qui est beaucoup plus légitime que nous trois pour parler de la Constitution, d'ailleurs, puisqu'il est spécialiste de la Constitution et il est spécialiste évidemment de celle de la 5e. Nous avons Laureline Fontaine, qui a écrit un ouvrage excellent aux éditions Amsterdam sur la Constitution maltraitée par le Conseil constitutionnel depuis longtemps et a fortiori aujourd'hui. Nous avons Charles-Amédée de Courson, qui connaît très très bien la 5e République, qui est extrêmement respecté dans le monde politique français, et qui dit que la décision du Conseil constitutionnel est une catastrophe parce qu'elle donne quasiment... on n'en est pas tout à fait là, mais quand même, elle permettrait à un pouvoir fasciste affiché comme tel d'avoir en fait la capacité de faire tout ce qu'il veut. Donc d'un côté, nous avons un Conseil constitutionnel qui a profondément abîmé la République. Je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais ils sont en sueur dans le studio. Là, ils sont tous en train de bugger parce qu'elle déroule ce qu'on reprochait. Juste avant, on en parlait. Raphaël Enthoven qui déboule sans aucun argument. Stigler déroule le passif, le pourquoi du comment, les éléments de fond. Et là, ils sont tous en sueur, notamment le Quentin Lafay, je répète pour ceux qui viennent de débouler, qui était dans l'équipe de campagne de Macron en 2017. Tu sens que ça sue de l'arrêt, si je peux me permettre. République. Pardon ? Non, je vous en prie, je vous laisse terminer, pardonnez-moi. Allô ? Je vous laisse terminer. Perdu. Jean-Lémarie, peut-être une réaction à cette question. Un Conseil constitutionnel et un pouvoir... Jean-Lémarie. Je ne sais pas si vous nous entendez, Barbara Stigler. Je rebondissais sur ce que vous disiez sur ce Parlement dont vous dites que le gouvernement, que l'exécutif cherche à le contourner. Est-ce que le gouvernement ne tente pas beaucoup plus prosaïquement aussi, s'appuyant sur sa faiblesse au Parlement? Est-ce qu'il n'essaie pas plus simplement de faire appliquer aujourd'hui des lois qui ont déjà été votées, une effectivité de la loi pour rendre la politique plus concrète sur le terrain? En tout cas, c'est l'objectif qu'il affiche. Est-ce que ça vous intéresse pas, ça, par exemple? Alors, on a perdu un temps Barbara Stigler. On va faire réagir Raphaël Enthoven à ce qui vient d'être dit. Et vous souhaitiez revenir, Raphaël Enthoven, aussi sur les concerts de casseroles. Oui, parce que ça n'est pas une insulte à ceux qui jouent de la casserole, si vous voulez. Je ne dis pas que les gens qui font des concerts de casseroles sont stupides, évidemment. Je dis que le geste en lui-même est stupide, parce que c'est la mort du dialogue, parce que c'est le remplacement du dialogue par le bruit, et parce que c'est le postulat que le président est sourd comme justification du vacarme. Barbara Stigler voit une libération de la parole avec les casseroles.
casserole, c'est vrai. C'est une libération des insultes, c'est une libération des propos arbitraires et c'est une libération des fake news délibérées qui prospèrent en ligne. Les casseroles, à mon sens, sont une considérable involution du débat, en particulier quand il s'agit de contester un président qui tient ses promesses. Mais il y a plus grave, il y a la question... Au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. J'ai déjà vu des films porno, ils en avaient moins sur les joues à la fin du tournage. Il faut arrêter quand même. De l'effigie de Macron qui a été brûlée. Quand Donald Trump s'attaque à un journaliste grimé en CNN, quand il mime un combat de catch avec un journaliste sur lequel il y a l'écusson du New York Times ou de CNN, on est tous d'accord pour trouver ça gravissime. On est tous d'accord pour trouver ça scandaleux. Je suis très surpris par la sévérité dont on fait preuve à l'égard de Trump, qui me paraît bien justifiée, et l'extraordinaire mansuétude qu'on témoigne aux gens qui, en France, font exactement la même chose. Brûler une effigie, taper sur un ballon qui porte la tête d'un ministre, toutes ces images sont délétères et dangereuses. Je trouve ça étonnant qu'on ne soit pas plus attentif à cela. Et enfin, la question du président pyromane, on dit ça en vertu d'une équation exorbitante. On fait comme si la violence commise était une mesure de la violence subie. Regardez, les manifestants incendient des voitures. C'est dire combien le gouvernement est dur avec eux. Regardez, il y avait ça au moment des lois travail, des lois Valls en 2016, où les incendiaires du quai de Valmy qui avaient brûlé une voiture de police se présentaient eux-mêmes comme les victimes d'un système répressif et de la police elle-même. Cette équation me paraît tout à fait exorbitante. La violence commise n'est pas une mesure de la violence subie. Plus on met le feu, le fait qu'on mette... C'est génial parce qu'il est en train de nous expliquer que la légitime défense n'existe pas quand même. Alors, bien sûr, dans un contexte de manifestation, on est sur un autre registre, on est sur une violence symbolique, c'est ce que disait Barbara Stiegler au début du débat, mais il est en train de nous expliquer que la violence reçue ne doit pas être la mesure de la violence donnée. C'est le principe même de la légitime défense. Hein. Si on vous attaque avec un couteau, par exemple pour les militaires, je crois que ça doit répondre avec un couteau. Vous ne pouvez pas tirer tout de suite à balles réelles, il doit avoir une proportionnalité, tu vois. Et même le journaliste, bon, qui a pas, tu sens qu'il n'a pas voté Mélenchon, même le journaliste dit merde, ça va se voir. J'ai pas fait exprès, mais l'arrêt sur image est savoureux. Le feu ne signifie pas qu'on souffre, ça veut dire qu'on met le feu. Je vais faire réagir Barbara Stiegler. Je ne sais pas si on a récupéré la connexion avec elle. Barbara Stiegler, on vous écoute. Oui, alors je suis bien là. J'ai manqué quelques éléments. Alors je vous dis où j'en étais. Donc effectivement, notre République est extrêmement abîmée par les dernières décisions d'instances qui sont parfaitement légales et légitimes, qui sont le Conseil constitutionnel, qui sont les pouvoirs préfectoraux, qui sont évidemment sous l'autorité comme vous le savez, du ministère de l'Intérieur et donc de la présidence de la République. Hein. Donc on a des attaques très graves à l'encontre de la République et d'ailleurs ça défraie les médias du monde entier qui sont extrêmement inquiets. Le Financial Times dit qu'il faut changer de la République en France puisqu'on a quasiment un dictateur élu à la tête de la France. Lisez le Courrier international. Regardez un peu. Si jamais, c'est intéressant d'écouter, si vous pouvez les amis, regardez le langage corporel des personnes sur le plateau. Le présentateur quant à l'affaire Raphaël Otthoven et l'intervenant, je sais pas que c'est l'autre à droite. On dirait qu'ils ont perdu leur hamster ce matin quand même. Il y a de la tension. Ouais, non, si, ça croise les bras, ça fait la moue. Ça fait la moue. Et voilà, on n'a pas tout le temps envie de faire la moue, hein, c'est important. Là, franchement, c'est hallucinant. Donc là, le monde entier nous regarde et est très très inquiet sur la dérive, c'est même plus de dérive, hein, sur un caractère très autoritaire du pouvoir en France. Donc on a ça d'un côté, de l'autre on a la capacité à gouverner par ordonnance et par décret, et pourquoi pas même de voter les pleins pouvoirs pour le président de la République d'ailleurs, mais on peut gouverner en tout cas par décret et donc continuer à appliquer des réformes délétères qui remontent en fait à au moins 10 ans. C'est ce que j'appelle le temps long de la Macronie. Et de ce côté-là, on a ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'a répondu votre collègue? Je ne sais pas, puisque là, à ce moment-là, la connexion a coupé. La liaison, ouais, la connexion a coupé. Donc, comme il y avait une discussion qui s'engageait, j'aimerais bien me résumer rapidement l'argument. Eh ben, je vais surtout passer la parole à Jean Lémarie qui va résumer lui-même sa propre question. Non, je vais vous reposer ma question. Quand on parle de décret, d'ordonnance, vous en arrivez très vite au plein pouvoir au président de la République, mais il s'agit aussi d'une manière tout à fait constitutionnelle de faire de la politique, parallèlement au travail législatif, aux lois qui sont soumises, qui sont débattues, qui sont votées parfois ou pas. Est-ce que c'est pas aussi une manière intéressante de faire de la politique concrète quand on est comme le gouvernement l'est en ce moment, dans une situation de grande faiblesse au Parlement? Ah si,
non mais complètement. Je veux dire, là, tout ne se passe pas dans le fait de voter la loi au Parlement, d'en débattre et de la voter. On a les décrets, les ordonnances, on a plein d'outils. Et on a effectivement, ça n'a rien à voir, mais je le rappelle, la possibilité pour un président de la République, sous la Ve République, de faire les pleins pouvoirs. Hein. Je rappelle, au cas où les gens l'auraient oublié, article 16. Donc, je reviens sur les décrets. Oui, la mise en application des décrets peut être formidable, elle peut conduire à appliquer des lois bonnes pour le peuple, mais elle peut être terrifiante. Et on n'a pas le temps ici, mais je pourrais vous raconter pendant 10 ans comment nous nous sommes battus à l'université ou ailleurs sur des décrets qui sont mais vraiment attentatoires à notre institution qu'est l'université. Donc voilà, il y a vraiment, on peut parler des ordonnances travail. Dès que Macron arrive au pouvoir en 2017, il prend ces ordonnances travail qui aggravent encore la loi travail de 2016 qui avait mis le feu aux poudres dans le pays, rappelez-vous, les nuits debout, etc. Bon, donc on est dans quelque chose qui n'est pas rassurant, mais ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'en face, eh bien, il y a toute une série de contre-pouvoirs, eux aussi, totalement légitimes, hein, qui se sont levés, à savoir les syndicats, les manifestations dans la rue, le débat public, Twitter, Facebook, ce que vous voulez, Instagram, peu importe, France Culture, voilà, débat là, donc très bien. Voilà, on est sorti un peu de la chape de plomb des 3 ans de Covid où il n'était plus possible de parler à part en s'insultant, et là maintenant on peut reprendre. Alors, je vous rappelle quand même que votre invité a insulté les gens qui refusaient de se faire vacciner en permanence. Il a évoqué la pratique, pas les personnes. Il a évoqué la pratique, pas les personnes qui... Ouais. Enfin, en tout cas, beaucoup ont insulté des soignants qui, pendant 30 ans, s'étaient occupés de personnes âgées et qui ne voulaient pas injecter ce produit. C'est leur droit, hein, je suis désolée. Ils se sont fait insulter pendant 3 ans. Ils ont perdu leur travail. Bon, donc, on a passé 3 ans à avoir des gens qui étaient en roue libre sur les plateaux, à insulter des parias de la République, qui étaient soit les gens qui ne voulaient pas de ce vaccin, soit les gens qui n'étaient pas d'accord avec le couvre-feu. Enfin, bref, un délire. Aujourd'hui, heureusement, le débat public reprend en France. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, même si c'est dans des conditions difficiles, puisque je suis à l'étranger et que je suis pas avec vous et que c'est pas hyper confortable. Mais voilà, le débat doit reprendre en France, ça suffit. Votre radio, c'est une radio de service public et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, le débat... Alors là... j'ai l'impression d'être déjà samedi avec la première ligne du Leinster face à celle de La Rochelle. Mais en même temps, en fait. Barbara Stiegler, c'est les deux côte à côte. Voilà, tu as 6 premières lignes, avec Winnie Antonio et compagnie. Là, elle n'oublie pas une bille. Hein. Elle a tout mis. Alors là, attention. Gardez quand même vos slips, parce que oui, ça va être plaisant, mais c'est pas vous qui nettoyez derrière. Là, c'est la réponse de Raphaël Antoven. Alors là, on risque d'être quand même sur ce qu'on a vu de plus drôle depuis le dernier One Man de Titoff. On va voir un petit peu ce que l'ami Rafou répond à ça, et je ne vais pas oublier de remettre l'écran. Le débat se poursuit justement. Je voudrais vous faire commenter Raphaël Antoven et vous allez pouvoir répondre également. Pierre Rosanvallon, dans les pages de Libération, rappelait cette expression d'Émile Durkheim. Rappelons que l'animateur est brillant, hein, c'est-à-dire qu'elle vient d'envoyer un déchaînement d'arguments. L'autre arrive sur autre chose. C'est bon. Raphaël Antoven, petite question, chipot ou merguez? Parce que c'est vrai que la France, quand même, on a... Oui, mais après, vous allez répondre, bien sûr, après l'année 2023. Mais oui, parce que quand même, parce que là, c'est la saison des barbecues. Le mec, il sort les rames. Le Tony Estanguet de France Culture. Qui disait que la démocratie ne s'exerce que s'il y a une forme de communion entre le pouvoir et la société. Est-ce que, selon vous, est-ce que Emmanuel Macron manque à son devoir en ne formant pas cette communion entre le pouvoir et la société? C'est une communion qu'il est difficile de susciter. Rosanvallon pense principalement le phénomène de l'autorité, dont il veut penser qu'elle n'est pas seulement coercitive, mais qu'elle est aussi la vertu des grands hommes d'État, des gens qui savent entraîner les foules avec eux. On n'est pas en présence de ça aujourd'hui. Dire pour autant qu'il s'agit d'une crise démocratique, ça me paraît tout à fait excessif. La question n'est pas de savoir si la France est devenue un État autoritaire. Ceci n'a aucun sens. La possibilité que nous avons d'en discuter, le simple fait de l'existence des réseaux sociaux, la garantie des droits ici et partout, montre bien que la France reste une démocratie. Non, mais... L'existence des réseaux sociaux montre que la France reste une démocratie.
Il y a des réseaux sociaux en Chine, frérot. Enfin, et ces gars-là pointaient du doigt Trump parce qu'il s'exprimait sur les réseaux sociaux. Et ils pointaient du doigt les réseaux sociaux au moment du Covid parce qu'il y avait des fake news et compagnie. Mais c'est chaud. Il est vraiment à côté de la plaque, le frérot. Con. Impeccable démocratie. Impeccable. Non, il n'y a pas de démocratie impeccable, mais c'est sûrement pas une démocratie autoritaire. J'ai entendu cet oxymore quelquefois. Non, la question n'est pas de savoir si la France est une dictature. La question est de savoir, me semble-t-il, d'où vient le sentiment qu'on s'y trouve. D'où vient le sentiment que la France est une dictature. C'est là qu'on est en crise. C'est là qu'il y a une crise démocratique. La crise démocratique, ça n'est pas l'accusation d'arbitraire qui porte sur le pouvoir, qui respecte les procédures et qui fait passer une loi dont le seul tort est d'être impopulaire. La crise démocratique, me semble-t-il, c'est presque un pléonasme. C'est le fait de vivre en démocratie. Vivre en démocratie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vivre en démocratie, c'est être libre dans un aquarium. C'est être libre dans un endroit dont l'horizon est bouché. C'est la grande différence entre une démocratie et une dictature. Une dictature laisse planer l'espoir de son abolition, l'espoir d'un au-delà. Une démocratie ne promet que des améliorations ponctuelles et réversibles, des changements pelliculaires, des changements de... Oh, quel abruti! Des siècles de réflexion, des grands penseurs, des intellectuels pour en arriver à ça. La différence, c'est que la dictature, tu as la possibilité de t'en sortir, la démocratie, non. Ah! Non. La différence entre la prison et la liberté, c'est que le prisonnier, il est heureux parce qu'il sortira un jour. Ah! Merci! Merci! Voilà, c'est énorme. Oh, et je veux pas jouer au plus malin face à quelqu'un qui a fait des études de philo. Hein. Je fais ce que je peux, mais là, faut peut-être pas déconner non plus, parce que presque bientôt à te dire, on s'en sortira bien le jour où on sera en dictature, parce qu'on aura un horizon, monsieur l'âme. Ouais, non, c'est chaud, hein. C'est chaud, ça brûle. Pour paraphraser Magic System. Surface. Et c'est très difficile de ne vouloir que cela. La raison pour laquelle la démocratie est en crise, c'est qu'elle suscite en permanence le désir d'un au-delà. Elle offre une liberté qui est une liberté qui renvoie l'individu démocratique à la pauvre nécessité de ne penser qu'à lui-même. Tout l'enjeu ici, c'est de tromper l'ennui d'être né trop tard dans un monde trop juste. Et c'est la raison pour laquelle on hallucine une dictature. On hallucine un président tyrannique dont la décapitation serait libératoire. On hallucine une dictature venant de Raphaël Enthoven, qui est le symbole même de ces intellectuels en bois issus de la gauche caviar de Saint-Germain-des-Prés, qui se masturbent sur le risque fasciste depuis 30 ans, voire plus. Et ce gars-là te dit, on hallucine la dictature. Mais bien sûr, camarade, mais bien évidemment, mais vous aussi, vous hallucinez la menace fasciste. Quand vous dites, attention, Marine Le Pen, si tu rates la bretelle de l'autoroute, c'est le nazisme. Mais le mec, c'est terrible de se dire qu'ils sont tellement perdus qu'ils se noient tout seuls dans leurs propres conneries. C'est sidérant. Franchement, je le découvre avec vous, hein, ce truc-là, c'est sidérant. Besoin de cela. On en a besoin. La crise démocratique, pour le dire simplement, ce sont les fantaisies d'une liberté qui, comme elle ne sait pas quoi faire d'elle-même, fermente, bouillonne, s'invente un croque-mitaine et après détruit la maison commune. Alors ça par contre, ça, je suis d'accord avec lui. C'est là où c'est quand même bluffant. C'est que de son militantisme, de son aveuglement, peuvent naître de jolies réflexions. Et je suis tout à fait d'accord avec Raphaël Enthoven sur ce point. D'halluciner la dictature fait que on ne se rend même pas compte quand elle arrive vraiment. Et c'est exactement ce qui se passe avec les menaces au fascisme qui sont adressées à Le Pen, au Mélenchon et consorts. C'est hallucinant. Maison République avec le sentiment de prendre d'assaut la Bastille. Ça, c'est une crise. Ça, c'est une crise. Qu'un pouvoir, en revanche, fasse passer une loi qui est impopulaire, tienne les promesses sur lesquelles il s'est fait élire, en les atteignant et fasse passer une loi qui n'est pas populaire, ne me paraît pas un élément de crise. Sinon, on serait en crise depuis toujours. Barbara Stiegler, une réaction, quel contenu, quelle substance vous mettez derrière cette notion d'autoritarisme que vous accrochez au gouvernement et à sa pratique du pouvoir? Alors, je suis un peu étourdie là par tout ce que je viens d'entendre, c'est un peu confus. Alors, on va reprendre. Vous voulez que je le dise plus simplement? Excusez-moi mieux votre question, parce qu'il était question de parler de Rosan-Vallon, puis après... non, mais je reformule les choses à ma manière et de la façon suivante. Qu'est-ce que vous mettez comme substance derrière ces notions d'autoritarisme et de gouvernement autoritaire que vous avez utilisées? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Qu'est-ce qui vous permet d'appuyer ces dires?
Alors, on a effectivement dans la presse internationale une très 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 grande inquiétude qui s'étale sur tous les grands journaux de référence, de droite, de gauche, du centre, de ce que vous voulez, sur l'actuelle, ce qui s'appelle un peu partout dérive autoritaire de la Ve République. Bon. En réalité, il y a depuis très longtemps une inquiétude autour de la Ve République sur ses possibilités autoritaires. Et donc ça, c'est un débat c'est une discussion qui est extrêmement classique. Et aujourd'hui, je le rappelle, il semblerait que votre invité n'arrive pas à l'entendre, les plus grands constitutionnalistes français sont extrêmement inquiets de la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, car, je répète, ça porte atteinte en réalité à ce que Raphaël Enthoven appelle les procédures. Donc j'invite absolument tout le monde à lire l'article excellent de Dominique Rousseau dans Le Monde, que tout le monde trouvera. Le principe de sincérité des débats a été trahi a été entaché par des déclarations erronées, un usage inhabituel des procédures. Dominique Rousseau parle d'une loi faite à l'arrache, ce qui est extrêmement grave puisque c'est une loi fondamentale qui va changer la vie des gens pendant des années si jamais elle était mise en appliquée, ce qui n'est pas du tout certain d'ailleurs, puisque avant qu'une loi soit appliquée, c'était la question des décrets tout à l'heure, il y a tout un cheminement qui continue et il y a évidemment la lutte sociale qui peut faire que la loi est revue, ce qui a été rappelé d'ailleurs par votre invité. La réforme des retraites, par ailleurs, c'était absolument pas une mesure financière, donc il y avait en fait toute une série de vices et en plus le Conseil d'État avait donné un avis défavorable sur plein de points en disant que c'était pas possible, ça allait être bloqué, c'était pas constitutionnel, ça posait problème. Et le gouvernement Macron le savait parfaitement et il a dissimulé tous ces arguments constitutionnels de procédure, je reprends le terme, à ses pseudo-alliés LR, qui, Jérôme Guedj l'a révélé, le député socialiste, qui ont fait mine de découvrir qu'en fait, tout ça, l'idée était pipée. Donc effectivement, il y a une vraie crise de régime, ça ne fait aucun doute, et on n'est pas du tout face à un non-événement circulé, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est le premier point. Et le problème, c'est l'autoritarisme. Alors les coups de matraque, les arrestations abusives... Mais là, attends, mais c'est vraiment des glands. Mec, t'es sur France Culture, t'as quelqu'un qui développe un raisonnement. Regardez la gueule de l'autre présentateur, j'ai rien dit. Elle déroule un argument précis qui change un peu des envolées lyriques de Raphaël Enthoven où il n'y a aucun fond. Regardez la tronche du type quand Barbara Stiegler continue. Le premier point. Et le problème, c'est Non mais gros, mais tu te crois où en fait? Si t'es pas content, tu vas sur Gulli, mec. Oh, mais franchement, elle les met KO. Là, on est sur du pur débat. Je vous avoue, je prends un plaisir de dingue à regarder ça avec vous. On est sur du pur débat avec quelqu'un qui distribue. Mais c'est Mike Tyson contre Stephen Hawking, quoi. C'est hallucinant. Elle leur met des branlées. Les trois, ils sont en PLS. C'est vraiment des végans dans une boucherie. Ils sont au bout du slibard. Et l'autre, il est saoulé qu'elle déroule une argumentation. Mais c'est ouf. Autoritarisme. Alors les coups de matraque, les arrestations abusives, les interdictions de manifester, les interdictions de taper sur des casseroles et de faire de la musique, on est en plein délire. Donc évidemment, c'est gravissime, mais heureusement le pays se réveille du professeur de droit constitutionnel jusqu'aux employés qui essayent de manifester sans se faire insulter par Gabriel Attal qui leur explique qu'ils devraient aller travailler au lieu de manifester. Bon, voilà, on est donc dans un moment complètement hors norme de ce point de vue. Oui. Réaction de Raphaël Enthoven. Je ne vois rien de hors norme dans ce que nous vivons maintenant. C'est un moment important de la vie démocratique. Un président de la République qui a été élu, qui a été mal élu, mais dont ça n'est pas une raison pour qu'il n'applique pas son programme. Mais ça n'est pas une raison pour qu'il n'applique pas son programme, qui applique son programme, qui respecte les procédures. Une barre de céréales pour Raphaël Enthoven. Il a l'air tout palo, le bougre. Là, il va nous claquer entre les pattes, là. On est dans un pays dont la moitié des gens disent qu'il est une dictature, ce qui en soi déjà suffirait à prouver qu'il ne l'est pas. En aucune manière, l'arbitraire du pouvoir ne connaît aucun contre-pouvoir ici.
ici, il y a toujours des contre-pouvoirs, ils fonctionnent, il se trouve simplement que la loi a été réglementairement votée et que c'est aussi ça, la démocratie. La démocratie, ça n'est pas un président qui se plierait aux 4 volontés de son opinion ou qui changerait d'avis selon la majorité. On ne voudrait pas d'un président de la République susceptible de se plier ou d'adopter en permanence ou d'épouser en permanence les courants de l'opinion. Ceci, on serait bien mal gouverné, bien plus mal gouverné que par quelqu'un qui applique son programme et qui s'est fait le programme sur lequel il s'est fait élire. Mais pour rester sur la pratique du pouvoir, Raphaël Antoven, la promesse peut être l'une des promesses fondamentales originelle du macronisme, qui était de renouveler justement cette pratique du pouvoir. Est-ce que celle-ci n'est pas manquée justement? Si, profondément. Et c'est tout l'intérêt de la critique qu'on peut faire de Macron. Et c'est là qu'il a manqué quelque chose, c'est là qu'il a manqué un rendez-vous. Emmanuel Macron s'est fait élire président à une époque où l'on interprète la délégation de pouvoir comme une confiscation du pouvoir. Un monde qui veut voter et non plus élire. C'est là qu'il a été élu président. Et il avait le cahier des charges implicite d'exaucer cette volonté-là. Et pour l'heure, c'est un échec. Pour l'heure, c'est un échec incontestablement, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à donner le sentiment aux gens qu'il participait suffisamment à la vie politique. Et est apparu, d'ailleurs, la meilleure preuve de cet échec, c'est qu'on a vu apparaître une abstention qui n'est pas un refus du politique, mais qui est au contraire une hyper-politisation de ceux qui ne veulent pas voter. Et ça, c'est le symptôme aussi, pour l'instant, d'un rendez-vous démocratique manqué. Mais de là à parler de crise démocratique, il faut vraiment raison garder. Merci beaucoup. Toujours l'argument de la raison. D'ailleurs, c'est fini. L'argument de la raison, ça, c'est du macronisme pur jus. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui votent Macron, qui soutiennent Macron, et ceux qui n'ont plus la raison. Mais c'est hallucinant. Raphaël Antoven, en le voulant ou pas, il fait du Macron. C'est un truc de dingo. C'est un truc de dingo. Et il finit comme ça. Il faut raison de garder. Mais ça en dit si long. C'est la définition même du fou. Le fou, c'est celui à qui il ne reste plus que la raison. C'est n'importe quoi. Mais franchement, c'est n'importe quoi. On assiste peut-être, et même si je ne change pas mon fusil d'épaule sur le fait que j'aime ces bouquins, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la fin des haricots rouges pour Raphaël Antoven. Je crois qu'il s'est fait mettre en slibard en direct, et on comprend, en tout cas depuis qu'il s'est transformé en personnage médiatique, on comprend mieux, je trouve, la mécanisation de ces postures, qui sont des postures militantes. Ça n'est pas un travail de philosophe, et je peux le dire en parfait amateur et en parfait débutant, mais ce qu'il fait là, ça n'est pas un travail de philosophe. Je veux dire, on ne peut pas sortir des choses comme Merde, qu'est-ce qu'il a dit sur la loi? La noblesse d'une loi. Je veux dire, des choses comme ça, c'est pas possible. Au bout d'un moment, et je joue pas sur les mots. Je veux dire, soit t'es philosophe, soit t'es mécano, et il n'y a pas de problème. Ou youtubeur à la rigueur, mais il n'y a pas de problème, tu vois. C'est un truc de dingue. Il se fait mettre à poil, et on est vraiment sur ce qui le symbolise depuis que c'est un personnage médiatique. Quelle séquence qu'on a vécue, les amis, pour une bonne soirée. Quasiment 2 heures. Voilà, on est ensemble depuis quasiment 2 heures. Et je crois que tout le monde va plier les Gaules. Voilà, c'est le but du jeu. On va tous plier les Gaules, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment, vraiment, avec cette émission un peu réacte sur l'émission de France Culture, Raphaël Antoven, Barbara Stigler. Dites dans le chat si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres, plus souvent, émissions comme ça. Là, j'ai Onfray en stock. Si ça vous intéresse, on peut se faire un Onfray bientôt. Ils ont fait une émission sur le complotisme. LOL, voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais LOL, donc voilà, j'espère que ça va super, apparemment ça vous a plu, on va panacher de temps en temps, faire des choses, voilà, on papotera, des choses un peu plus réactes, quoi qu'il en soit, voilà, quoi qu'il en soit les amis, demain Juste Bistrot, ça je vous le confirme bien évidemment, on fera peut-être même 16h30, très exactement, on commencera un poil plus tôt parce que je vais chez le coiffeur après. On n'en a rien à foutre, mais je vous le dis quand même. On fera ça. Et puis après, mercredi... Oh, mercredi, non. Mercredi, je vais chercher une bagnole. J'ai acheté une bagnole, ça y est. J'ai le permis, j'ai pas le choix. Donc, je vais chez l'incroyable garagiste. Donc, il y aura du Juste Bistrot vendredi. Ce sera le retour. On va faire une petite pause, mais il y a la farce tranquille mercredi. Enfin, on s'abandonne pas. Voilà les copains, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve demain plein gaz, en pleine forme. Pour le Juste Bistrot, on va se fendre la gueule, vous le savez. Rendez-vous 16h30, à fond la forme. Passez une belle soirée. Et je vous dis à demain. Voilà, c'est tout. Allez, c'est fini.